Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. L'épisode du jour est une interview d'un rentier immobilier belge. Alors, tiens-toi bien, c'est ultra inspirant, ultra motivant, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. Et on est parti maintenant pour l'épisode du jour, let's go! Et ben voilà, on est parti. Donc dans l'épisode du jour, j'ai l'immense honneur d'interviewer Laurent Schmitt, qui est un investisseur à succès. Vous le connaissez peut-être. C'est aussi devenu un bon ami et on va parler de lui dans cette interview. Donc on va un peu parler de son enfance, qui était Laurent Schmitt quand il était petit et adolescent, mais aussi de son parcours immobilier et puis un peu les next steps. Où va aller Laurent dans les 5 à 10 ans à venir. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Laurent Schmitt, c'est un Liégeois, fier de l'être, et pas qu'un peu. 10 années d'expérience dans l'immobilier, donc il s'est lancé en 2013, 5 millions de patrimoine, vraiment assez impressionnant. En société et bien évidemment en privé, comme tout le monde, il va nous l'expliquer, il a démarré par ça. Mais aussi, le petit côté un peu sympa de Laurent, c'est l'étranger. Il aime beaucoup le soleil, je pense qu'il nous en parlera, le Mexique, Bali prochainement, donc pas mal d'investissements à l'étranger. Écoute, bienvenue dans ce podcast, Laurent. Merci de m'inviter. En tout cas, c'est une première pour moi. Avec un grand plaisir. Moi, j'ai fait une liste des gens que j'ai envie d'interviewer et toi, tu étais dans le top 3 parce que je sais que tu as plein de choses à nous raconter. Et donc, on va démarrer comme toujours dans mes podcasts un peu parler du passé, un peu qui tu étais et qu'est-ce qui t'a amené un peu à devenir l'homme que tu es aujourd'hui, l'investisseur que tu es aujourd'hui. Et donc, la première question, Laurent, c'est il était comment, Laurent, quand il était petit? Alors, il était insolent, un petit gamin de merde. Alors, ça commence directement avec Mais t'as raison, vas-y, on est entre nous. Mais non, clairement, j'étais pas un bon élève, donc j'ai jamais réussi grand-chose à l'école. J'étais un peu le gars qui faisait rire beaucoup de gens, mais pas par mes blagues qui étaient super drôles, plus par mon insolence à lancer des boulettes de papier sur le prof quand il avait le dos tourné, aller faire des tags dans les toilettes parce que je trouvais ça génial. Donc c'était vraiment un enfant très turbulent, difficile à cadrer et très paradoxalement à l'opposé de mes deux frères qui étaient des personnes sages, tout allait bien et là ça pouvait en tout cas confirmer que mes parents n'avaient pas une mauvaise éducation. C'était juste moi qui étais un peu hors des clous, hors de la société. Et donc donc j'ai toujours eu du mal avec le système scolaire. Donc enfant, j'étais très insolent. Assez turbulent. Et pourquoi ça c'est plus je sais pas si tu t'en souviens, mais pourquoi l'école ça te faisait chier? Qu'est-ce que t'aimais pas à l'école? Alors j'ai toujours détesté qu'on m'impose les choses, qu'on m'oblige de faire des choses qui me semblent insensées ou qui m'apportaient rien. Et je pense que c'est devenu de là le fait qu'on me disait tu dois commencer à une certaine heure, on va apprendre les mathématiques alors que j'aimais pas forcément les mathématiques. On va apprendre toutes les capitales du pays alors qu'à l'époque, j'avais pas forcément comme ambition de faire tous les pays du monde. Et le fait de m'imposer ça de cette façon-là alors que moi je préférais prendre un ballon et peut-être aller jouer dans la cour avec mes amis, de rigoler, de partager des bons moments, effectivement, ma meilleure force c'était de dire non, j'ai pas envie, ça va pas le faire. Et après, j'ai été viré de plusieurs écoles. En tout, il y en a 5 qui m'ont viré, donc c'est beaucoup. Et je me suis vite rendu compte, peut-être plus tard, que j'avais pas de groupe de potes fidèles qui me suivaient depuis des années et tout ça. Donc chaque fois que je rentrais dans une casse, je devais de retour refaire rire, parce que sinon directement quand on est jeune, on se fait un peu écarter. Donc moi j'ai jamais eu de problème, on m'a jamais attaqué ou quoi que ce soit. Mais par contre, le fait de faire rire les autres à travers ces petits ennuis que j'apportais au niveau des profs, ça me permettait d'être accepté, on va dire. Au niveau des élèves, pas au niveau des enseignants. Au niveau des élèves. Donc, un enfant un peu turbulent, un peu difficile. Et cet enfant-là, donc, Laurent, est-ce que, sûrement, peut-être, quand t'étais petit, est-ce que t'avais un rêve déjà? Est-ce que tu voulais devenir, par exemple, médecin, pompier, astronaute? Ou rentier déjà? Alors pas du tout rentier, l'immobilier ça m'a jamais parlé parce que j'avais personne dans mon entourage qui faisait de l'immobilier. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est Instagram, Facebook, YouTube, les podcasts, tout ça n'existait pas. Je voulais être vétérinaire et encore une fois par facilité quand j'étais jeune parce que j'adorais les animaux et donc je me dis moi qui aime bien les animaux, si je veux être en contact des animaux, être vétérinaire c'est pas mal.
Ce qui a vite changé quand j'ai compris un petit peu que c'était plus vraiment des opérations sur les animaux que d'aller les caresser. Donc ça a vite été sorti de ma tête. Et voilà, donc c'était un peu, pas vraiment un rêve, mais plutôt, encore une fois, un choix facile de dire j'aime les animaux, donc pourquoi pas devenir vétérinaire. Partais plutôt dans la facilité. Et donc, quand t'as compris ça, alors t'as laissé tomber ça de côté, et puis t'as pas eu d'autres envies, volontés, t'avais pas de... Non, j'ai toujours bien aimé tout ce qui était les sports un peu plus en extérieur, les sports, les métiers en extérieur, mais j'avais pas une volonté particulière d'être plus policier, d'être boulanger ou quoi que ce soit. J'ai toujours aimé faire du commerce. J'ai commencé très très tôt, vers mes 15-16 ans, et là je me suis dit pourquoi pas au moment avoir mon propre magasin. Et puis finalement avoir des employés, donc mais c'est arrivé plus tard. Donc c'était pas à 6 ans que je voulais être boulanger ou comme ça, non, c'était un peu plus tard. Je voulais faire du commerce. Je savais pas encore quoi. Mais je voulais générer quelque chose. Ok. Déjà cette petite flamme un peu, ok, nickel. Bon, on va en reparler justement du parcours, mais juste avant, une question que j'adore poser vraiment aux personnes que j'interviewe parce que je trouve que ça a souvent un impact. C'est la relation à l'argent dans la famille. L'argent, c'était comment? Est-ce que c'était tabou? Est-ce qu'on n'en parlait pas? Est-ce que c'était quelque chose dont on mettait sous le tapis? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était libre, on en parlait avec plaisir? C'était un peu comment les croyances sur l'argent quand tu étais jeune? Alors il y a deux choses que je me souviens. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père disait ne dis pas si les profs lors d'un travail, te demander combien gagne papa, de ne pas répondre, parce que mon père était cadre chez Proximus, et donc avait une place assez bien, très très bien placée. Pourtant, il a commencé tout en bas de l'échelle, mais il est arrivé à la fin de carrière, il gérait 150 personnes, donc c'est déjà une grosse entreprise. Mais je sais que c'est une phrase qui me perturbait plus jeune. Je dis, pourquoi est-ce que je peux pas parler d'argent comme je veux? Mais c'était plutôt hors de la famille, parce que là, il y avait un gros salaire pour l'époque. Mais par contre, ma maman travaillait pas. Et donc finalement, voilà, ma mère était mère au foyer. Ça compensait un petit peu. Donc maintenant, avec le recul, je me dis, ok, c'était plus peut-être pour me protéger, pour peut-être pas être racketté ou des choses comme ça. Mais par contre, je fais partie d'une famille modeste. Donc j'avais pas des vêtements de marque à l'école. J'avais pas le dernier sac Kipling, très en vogue à l'époque aussi. J'avais pas tout ça. Donc on voyait bien que on ne transpirait pas l'argent. Je remettais les vêtements de mon grand frère. Voilà, donc on est 3 garçons. Moi, j'étais au milieu. C'est moi qui récupérais les vêtements du plus grand. Et puis j'étais mon plus petit frère. Donc bon, ça ne transpirait pas l'argent. Et en même temps, on n'en avait pas tant que ça. Les vacances qu'on faisait à l'époque, c'était pas dans les Caraïbes, c'était pas aller voir un safari en Afrique, pas du tout. C'était de partir à Cheveteugne, donc une magnifique ville en Belgique. Je connais très bien le domaine de Cheveteugne. Tout à fait. Voilà, où j'allais faire de l'équitation et tout ça. Donc, on n'avait pas ce problème à l'argent, mais on n'en avait pas, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Donc, c'était un salaire pour 5 personnes. Ok. Donc voilà, l'argent plutôt modeste et on ne parle pas de hors la famille. On ne dit pas papa gagne bien ou quoi. Non, c'est un peu c'est caché. Tout à fait. Ok, nickel. Mais c'est intéressant. Toujours intéressant de voir un peu l'univers un peu. Et c'est encore un peu le cas maintenant. Des fois, quand je parle un peu d'argent avec mon père, donc moi j'ai aucun tabou avec l'argent. Et lui, c'est il y a des choses que je veux pas dire forcément parce que ça sert à rien, ça n'apporte rien aux gens. Mais des fois, quand je vais avec mon père d'une plus-value que je peux faire sur l'achat-revente d'un immeuble, il dit non mais t'es pas obligé de me dire tout ça. C'est ta société, c'est ton entreprise. Et je vois que ça le met un peu lui mal à l'aise. Un peu mal à l'aise. Ouais. Alors que c'est pas le but de le mettre mal à l'aise, mais plutôt de dire tu vois les efforts que je fais, le travail, la réflexion que j'ai derrière, fait que ça apporte une plus-value. Peut-être que à l'époque, toi, il fallait 3 ans de travail. Pour gagner ce que je veux gagner en une plus-value que j'ai fait en 6 mois. 6 mois, Et donc ils trouvent ça toujours dingue. C'est complètement fou. Mais voilà, en même temps, c'est super positif. Et tant que tu peux le faire, fais-le. Parce qu'il a l'impression que ça va s'arrêter à chaque fois demain. Tant que tu peux le faire, fais-le. Mais, mais voilà, donc il y a toujours ce petit tabou à l'argent. Et sinon, du côté de ma maman, donc mes parents sont toujours ensemble. Mais il y a pas tout ça. Il y a
L'argent, ça lui parle pas, elle vit quasiment rien, elle a toujours tout donné à ses enfants. Okay. Donc je crois que ma mère a la même paire de chaussures depuis 2 ans et ça lui convient très bien. Ok. Donc frugalité, ça vient peut-être d'elle. Peut-être. On en parlera un peu de ton mindset, mais ça je sais que c'était très cher, en tout cas pendant très longtemps. Et pour terminer un peu sur un peu ce passé, voilà le parcours scolaire. Donc tu nous as dit enfant très turbulent, viré de 5 écoles. Après comment ça s'est passé? Donc l'adolescence, voilà un peu là où je veux en venir, ça a été quoi le déclic et quel parcours t'a mené un peu à l'immobilier en fait? D'où ça sort tout ça? Je pense que le fait d'avoir été très turbulent très jeune, j'avais des fréquentations qui étaient pas ouf du tout, qui m'ont je vais pas dire influencé, quoique aussi peut-être influencé parce qu'ils étaient plus âgés que moi pour la plupart, a fait qu'à un moment, quand je suis arrivé dans une nouvelle école, la dernière, où finalement j'ai fait de ma 3e secondaire à ma 7e sans interruption, je me suis dit qu'à un moment il va falloir changer ça, puis je suis tombé amoureux. Le fait de tomber amoureux, on veut plus forcément passer ses week-ends avec ses potes à faire des conneries, aller faire des bêtises que je pourrais pas dire ici à l'antenne, mais voilà, qui m'ont donné jusqu'à mes 18 ans un casier judiciaire, qui heureusement s'est effacé parce que c'était des petites bêtises d'adolescents, mais voilà, qui sont bien derrière moi. Et voilà, donc le fait de tomber amoureux, m'a permis de sortir un peu de cet engrenage de ces potes-là, et puis voilà, il y a quelque chose que je me souviens aussi dans une école, la dernière école que j'ai fait, donc c'était à Chenay, à Liège. Il y a ma titulaire de classe, donc j'arrive encore une fois en plein milieu de l'année parce que je me suis fait virer, je crois que j'arrive en janvier. La classe est déjà bien formée, tout le monde se connaît bien, et moi j'arrive comme un petit paumé, dire ok, je connais personne. Et là ma responsable de classe me dit à la fin du cours, écoute, reste près de moi. Et là elle me dit, écoute, je connais pas ton passé. Sache qu'ici pour moi tu repars à zéro. Si t'as la moindre question, viens me trouver. Donc c'est Corinne Ledan, je le dis à l'antenne parce que je suis encore en contact avec elle. Oui, merci elle, ça a été vraiment une lumière. J'ai vraiment l'impression de pas de voir le bout du tunnel loin de là, parce que je dois encore un petit peu, je dois encore faire des blagues et tout ça, mais je me dis ok, si vraiment j'ai un problème, il y a elle comme ça donne un peu une personne de référence. Et donc ça a été vraiment un chamboulement. Donc le fait d'être amoureux, d'être dans une nouvelle classe et en même temps d'avoir une personne, un adulte qui me dit écoute, s'il y a un problème, viens me trouver, et moi ton passé, pour moi il n'existe pas. Bon. Alors j'ai appris bien plus tard qu'elle avait appris tout mon parcours, donc elle a vraiment misé sur moi, et elle a fait vraiment abstraction à beaucoup de choses. Ça m'a vraiment permis de dire ok, en fait peut-être que moi aussi je peux y arriver, quoi. Waouh, merci Corinne alors. Ouais, merci Corinne. Et c'était vers quel âge ça à peu près? C'était, j'avais 15-16 ans, ouais. 15-16 ans. Ouais. Ok, donc on repart d'une feuille blanche grâce à Corinne et puis tout ce que t'as dit. Mm-hmm. Et donc ok, je vois. Mais alors d'où le déclic avec l'immobilier, où est le point de bascule? Le déclic avec l'immobilier il est arrivé beaucoup plus tard. Il est arrivé vers 20 ans. Où voilà, moi je termine mes secondaires à 21 ans, donc j'ai mon CESS et mon diplôme de gestion à ma 7e professionnelle. Je n'ai fait que des études professionnelles, et là je vois en fait que quand tu vas travailler temps plein, tu vas gagner 1200-1300 euros par mois pour être vendeur, pour travailler pour un patron, travailler tous les samedis alors que j'adorais sortir le vendredi et le samedi. Je me dis ok, ça va être compliqué d'avoir si peu d'argent. Je me rends compte un petit peu de la réalité des choses. Ouais. Tu veux le dernier iPhone à la mode, ça coûte de l'argent. Tu veux sortir, ça coûte de l'argent. Et je me dis, avec le diplôme que j'ai, alors j'ai un CESS, merveilleux, c'est top. J'ai un diplôme d'entreprise, génial, je pourrais avoir toutes mes entreprises, mais j'ai pas un bal. Ouais. J'ai pas un bal de côté. Mes parents n'ont pas, on est 3 garçons, ils peuvent pas dire, tiens, je vais te prêter tes frais de notaire. Donc je me retrouve un peu seul à moi-même. Et là, je me dis, j'aurais quand même envie d'avoir une revanche sur la vie. Je veux acheter mon premier bien immobilier parce que je vois qu'autour de moi, comme je suis entouré de personnes un peu plus âgées, ils commencent à devenir propriétaires. Et la première chose qu'on dit quand quelqu'un est propriétaire, c'est waouh, félicitations, comment t'as fait, c'est top. C'est vrai. Je me dis moi aussi, je veux avoir des félicitations, et pas des félicitations parce que j'ai, je sais pas moi, cassé une vitre dans une école, mais des félicitations parce que j'ai fait quelque chose d'intelligent. Ouais. Je l'apprendrai bien plus tard, mais qui changera littéralement ma vie, le fait d'investir dans l'immobilier. Et là, je me dis, ok, moi, je veux avoir ma première maison le plus rapidement possible. Et donc, dès que j'ai mes premiers salaires, je commence à les mettre de côté. Et là, je me dis, facile, je vais aller à la banque, il faut 3 fiches de paye, ça va passer. Sauf que non, ça passe pas du tout. Entre temps, je me fais virer du mi-temps que j'avais chez Tom & Co,
encore une fois, j'aime les Les animaux. animaux, ça revient. Les deux étaient liés, donc je faisais quelque chose que j'aimais bien, mais voilà, ça marche pas. Et puis je gagne 980 € par mois. Wow. Donc ça le faisait pas. Puis je me suis lancé comme indépendant. Là, j'ai vu que j'étais rémunéré au travail que je fournissais. Ouais. Plus je travaillais, plus je gagnais. Ok, j'ai compris. Je fais 60 heures semaine, je vais gagner beaucoup d'argent. Effectivement, je me suis très bien lancé dans l'immobilier. Et là, je vais retourner voir les banques et les banques disent non, vous êtes jeune indépendant. Quand on est jeune indépendant, Monsieur Schmitz, on n'achète pas. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, il faut que j'achète. Et après, je sais pas, une dizaine de banques, il y en a une qui me dit ok, mais il faut apporter X milliers d'euros pour les frais de notaire. Je les ai pas. Mais je dis oui, bien sûr. Que pensez-vous? Je les ai. Tu vas. Tout à fait. Donc, et quand je signe l'offre de crédit, je n'ai pas l'intégralité des frais de notaire. Je savais qu'il me reste encore 2-3 mois avant de passer les actes. Et donc, je me suis battu comme un dingue pour avoir cet argent. Et le jour des actes, ma notaire avait l'intégralité de l'argent pour passer les actes. Et alors là où il y avait vraiment un switch, je me dis ok, j'ai enfin des félicitations pour quelque chose que j'ai fait par moi-même. Parce que ni mes parents, ni mon entourage ne me poussaient à faire de l'immobilier. Au contraire, t'es trop jeune, t'es indépendant, t'as pas d'argent, t'y arriveras pas. Pas pour me dire que j'étais un as, mais plutôt par de la bienveillance, pour pas que j'ai une désillusion. Ouais. Et encore maintenant, des fois mon père me dit mais pourquoi tu continues à acheter de l'immobilier? Encore maintenant, même. Encore maintenant. Et voilà. Et pourtant il voit l'évolution de tout, mais mais c'est je pense que c'est culturel, c'est des fausses croyances et tout ça. Donc voilà. Et des fois, quand il se réalise un peu, il me dit j'aurais dû faire pareil à ton âge, j'aurais dû acheter autant aussi. Et c'est clair. Et là où vraiment il y a eu un switch dans ma tête que je veux faire de l'immobilier, c'est en achetant mon premier bien immobilier. Je sais plus le montant exact, mais j'avais un crédit. C'était une maison à 48 000 €. Donc j'avais vraiment un crédit ridicule, 200, 300 €, quelque chose comme ça. Mais c'était déjà loué 545 €. Et là je me dis mais attends, la banque elle me prête de l'argent pour quelque chose qui me rapporte à peu de choses près 200 €. Je me dis, si je fais ça 10 fois, ça fait 2 000 € par mois. Mais 2 000 € par mois, c'est le salaire que je n'aurais jamais en étant Stamenko. Ouais. C'est un salaire que je devrais avoir en tant qu'indépendant, mais en travaillant 60 heures semaine. Très dur. En net. Donc, je me dis, mais si je fais ça 10 fois, c'est facile. Je vais mentir à la banque chaque fois que j'ai les frais de notaire, je trouverai les frais de notaire. L'idée de base, elle est géniale. Ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, trouvé un parchemin. T'es un génie, quoi. Ouais, j'ai cassé le code. Quand j'en parle autour de moi, on me dit ça marchera jamais. Et là, je fais le malin, comme j'ai toujours fait dans ma vie. Et je dis, ok, si personne ne croit en moi, je vais dire à tout le monde que je vais acheter 10 biens avant mes 30 ans. J'ai 22 ans quand j'achète mon premier bien. Et là, c'est lancé, quoi. Je me dis, je vais racheter une deuxième. C'est facile. Non. Pas du tout facile. J'ai toujours pas plus de fonds propres. J'ai un peu de travaux que finalement je finance moi-même avec l'argent que je gagne en tant qu'indépendant. Et puis finalement on achète une deuxième maison. Donc là, quand j'étais en couple à l'époque, ça a marché un moment. Puis finalement, on s'est séparés et j'ai pas pu racheter l'appart tout de suite. C'était une résidence principale ou c'était déjà la deuxième? C'était une résidence principale à la base. C'était l'idée parce que ça faisait 5 ans et demi qu'on était ensemble. Donc l'idée c'était ok, maintenant on se pose, puis finalement ça n'a pas été. Donc quel est l'intérêt d'attendre 5 ans et demi finalement pour remettre en ménage? Ça c'est une autre question. On était très jeunes, très amoureux et voilà, mais une très très belle époque d'ailleurs. Mais moi j'achète le deuxième bien à deux, puis finalement on se sépare. Et je dis écoute, je sais pas racheter ta part tout de suite. Là pas de problème. Dès que t'as l'argent, tu me rachètes la part. Et là je dis mais encore une fois, de la chance. Et on est encore très bon terme maintenant. Et dès que j'ai eu l'argent, j'ai pu racheter la part, la deuxième part. Et puis je suis retourné vivre chez mes parents. Et là, je vais mettre en location. Et puis j'ai toujours ce projet d'avoir 10 maisons avant 30 ans. Et j'ai compris, grâce aux banques, que mon habitation personnelle était une charge, mais ultra négative. Et là, je me suis dit, ok, tant que j'ai pas mes 10 maisons, je serai chez mes parents. Ouais. Et voilà, donc je suis resté vivre chez mes parents jusqu'à plus ou moins 29 ans. Mais sauf qu'à 30 ans, j'avais acheté 16 biens. C'est beaucoup plus que prévu. Félicitations. Merci. Et ma maison, j'ai acheté, je crois que c'était le 7e bien que j'ai acheté, mais il m'a fallu 2 ans pour faire les travaux, mais ça m'a pas empêché de continuer à acheter d'autres choses. Des entrepôts, j'ai acheté un commerce aussi, des garages, certains que j'ai revendus. On va y revenir sur la timeline parce qu'à mon avis, ça va intéresser beaucoup de monde. Là, il a déjà teasé, là. Il avait dit 10 biens à ses 30 ans. Il a cassé le compteur. Donc ça, on va essayer de déchiffrer ça, voir comment il a réussi ce tour de force quand même. Tout à fait. Et, mais juste avant d'aller aussi loin, moi j'aime bien parler un peu
du premier investissement. Voilà, tu l'as déjà un peu teasé. Donc, comment ça se passe? Ok, je comprends. Tu te dis voilà, socialement, c'est cool l'immobilier, ça va. On va se dire waouh, Laurent réussit. Mais où est-ce que tu trouves ce premier bien immobilier? Comment ça se passe les recherches? Parce que tu t'étais pas formé, je pense. Ah, pas du tout. Mais il y avait rien à l'époque. Les gens, pour l'instant, ont l'impression que tout existait avant, avant, et quand je cherchais, il n'y avait pas tout ce qui était Facebook et tout ça. 2013, c'était la merde. Alors, je sais qu'il y a des petits jeunes de 22 ans qui vont nous écouter et qui vont dire, mais attends, oui, j'ai 32 ans là maintenant. Il n'y avait pas tout ça. Moi, j'ai ma première maison, je l'ai trouvée dans un magazine. Je ne dirai pas le nom parce que voilà, c'est pas de la publicité, mais qu'on trouve facilement chez sa librairie. Là, en l'occurrence, j'avais tout ça chez ma boulangère. J'avais été chercher des petits pains au chocolat, je sais plus exactement ce que c'était. Et je prends à chaque fois ce petit catalogue et je regarde les maisons. Et là, je vois, maison à vendre, 49 000 euros. J'ai dit, ok. Alors, 49 000 euros en prix d'aujourd'hui, ce serait une maison à 79, 80 000 euros. Voilà, petite maison louée. Puis je me dis, ok, pas mal. Je vais téléphoner, je vais visiter. Effectivement, quand j'arrive, on est 40 à visiter. Et finalement, c'était pas une maison qu'il y avait à vendre, mais trois les mêmes, 3 petites maisons ouvrières à vendre au même prix. Moi, je me dis, je vais faire une négociation de malade, 48 000. Et c'est passé. Je dis, c'est passé, trop bien. Sauf que j'avais pas dit à l'agent immobilier que j'étais indépendant, parce que je savais que c'était le truc à pas dire. Ça, non. Et donc voilà, que je travaillais dans les assurances, que voilà, je sais plus ce que ça avait lui donné, mais en tout cas, c'était passé. Quand il a appris que j'étais indépendant, il me dit, mais vous auriez dû me le dire, vous n'aurez jamais eu, c'était signé, donc c'était bloqué. C'était trop tard. Et finalement, j'ai su avoir cette maison-là. Mais pour revenir sur ce premier projet, autant j'ai des galères dans chaque bien que j'achète encore maintenant, pas plus tard que la semaine passée avec un entrepreneur. Chaque bien que j'achète, il y a des problèmes. Il n'y a pas un truc où c'est picobello. Jamais. Mais la première, c'était là où j'ai eu le plus de problèmes inimaginables. Premier problème, à un moment, quand je commence donc j'ai acheté, la maison est louée, tout se passe bien. Je vais voir la locataire pour me présenter. Elle m'a dit, écoutez, l'agent immobilier m'a dit de pas vous le dire, mais il y a des mythes dans les planchers et quand vous marchez là, le plancher commence à s'effondrer. Il y avait ça, l'escalier qui s'était déboîté. J'apprends plein de choses avec la locataire. Je me dis, mais attends, là, j'ai acheté une poubelle. Ouais, c'est un chat dans un sac, quoi. Tu t'es fait je me suis fait rouler. Franchement, je me suis vraiment fait avoir. À l'époque, j'avais pas l'assurance que j'ai maintenant, pas les connaissances, pas l'argent pour les avocats. La même chose qui se repasse aujourd'hui. Le mec, il a 3 avocats sur le dos et on va voir la finalité du truc, mais il aurait payé lui-même la maison, je regarde. Est-ce qu'il y aurait eu, tu penses, un peu vice caché quand même? Il y avait vice caché complètement. On est d'accord, des mythes, des escaliers qui tiennent pas, c'est chaud, hein. Il y avait complètement vice caché, la locataire était prête à témoigner, mais j'avais pas un bal pour l'attaquer, donc j'ai dit non. Jeune, c'est normal. Et là, un peu la solution, j'ai dit, c'est pas grave, un escalier, ça se répare, les mythes, ça s'enlève. Voilà, vraiment, le mec, il a son idée, je vais pas refaire cette maison. Optimiste, c'est bien. Totalement optimiste, et je le suis encore beaucoup aujourd'hui. Cette première maison aurait pu m'empêcher de continuer. Au contraire, maintenant, quand j'ai un problème, on me dit, voilà, t'as un permis urbanisme qui est refusé et ça va repartir pour 6 mois, je dis, ça va. Ma première maison, j'ai quand même ça va. Je relativise beaucoup. Donc, première chose, cette maison qui est avec plein de problèmes. Donc là, je vois qu'il existe la colocation. Je me dis, si je fais partir la locataire, je vais pouvoir louer la maison en 2 petits logements. Genre studio, mais au partage les communs. Colocation d'aujourd'hui. Déjà en 2013, alors t'étais déjà... C'est l'idée qui est arrivée, visionnaire quand même. Ouais, c'était un peu l'idée. Et alors là, la locataire me dit, écoutez, moi, si vous rénovez complètement la maison, moi, je suis intéressé de louer un des 2 studios. Je dis, ok, merveilleux. Donc, j'ai déjà un loyer qui est assuré. Et donc, le deal que j'ai avec ma locataire, c'est tu loues au même prix, mais une maison totalement rénovée. Ouais. Mais la moitié. Et tu partages avec la personne que tu auras choisi toi-même. Le deal est bon. Finalement, les travaux... L'entrepreneur, il vient, il dit, ok, il y a que ça à faire, entrepreneur. Je crois qu'il me fait un devis de 15 000 euros. Je sais plus exactement. 3 mois d'intervention. La locataire me dit, ok, j'irai chez mes parents. La locataire, elle avait déjà une 40aine d'années, donc par rapport à moi, elle était beaucoup plus âgée. Finalement, les travaux ont duré 9 mois. La locataire m'a porté au tribunal. Elle m'a réclamé des dommages d'intérêt pour les déménagements qu'elle a dû faire successifs parce qu'elle n'a pas pu rester chez ses parents. Un procès qu'elle a gagné. J'ai dû lui payer 18 mois de loyer. Là aussi, j'ai trouvé un appurement pour lui payer en plusieurs fois. J'ai dû payer mon avocat qui me disait on va faire des avances de 100 euros pour finalement avoir une facture de régularisation de 4 000 euros. Et là, j'ai dit, c'était la descente aux enfers, un truc de dingue. Et là, donc, j'étais propriétaire de la 2e maison parce qu'entre temps, j'avais acheté la 2e. Et là, c'est le gouffre. J'ai un problème avec l'urbanisme, avec les travaux que je fais.
parce que j'en fais une nouvelle façade en crépi, grise, la façade était blanche, on Bah, pas obligé de la pour la repeindre. première toujours, ça. La toute première. Oh putain. J'ai changé les châssis en bois qui était en PVC, pareil. Enfin, j'ai eu tout un rapport en infraction. Waouh. La voisine, donc c'est la voisine qui m'avait dénoncé l'urbanisme parce que les travaux étaient un peu trop longs et ça faisait trop de bruit. Ah, les voisins, on les connaît, Et- ceux-là. Voilà. Et j'ai eu l'erreur de la faire rentrer parce qu'elle trouvait mes travaux tellement waouh qu'elle m'a dit je peux venir voir à l'intérieur. Ah, J'ai dit oui. salope. Et elle rentre. Et là, elle dit, je peux prendre des photos comme ça, je vais voir avec mon père si on peut pas faire la même chose. Je dis, mais bien sûr, rénove aussi ta maison, ça va dynamiser le quartier. T'as laissé rentrer le Et diable. Là, elle a fait des photos de tout et 3 mois et demi après, recommandé. Et là, alors là, je me suis dit, waouh. Là, je me suis fait avoir par ma voisine. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est dur. Et voilà, donc finalement, je remets en location. Tout se passe bien. Je fais l'erreur de relouer en location classique. Finalement, vu un peu Alors que t'avais fait les travaux quand même pour... Tout était prévu pour 2 petits logements logement. enfin partagés, donc une vraie colocation. Et là, je loue à une dame très sympa, une mère avec un enfant, très chouette, la gamine 3 ans, enfin vraiment un bon feeling. Pour finalement, une fois revisiter la maison, je sais plus pour quelle bêtise, je crois qu'elle a pris avec le four. Et là, je vois que la gamine a dessiné sur tous les murs. Oh putain. Tous les murs, les portes avec des feux, des fluos, des indélébés. Je dis, Non. la maison était neuve, totalement Oh, le rénovée, drame. tout était peint en blanc, enfin c'était un état des lieux magnifique. Et on est dans quel état quand on voit ça? Ah mais je me dis mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut laisser son gosse comme Ouais, ça ouais. Qu'il ait un mur à lui qui dessine, ok, fine, Ouais, mais amuse-toi, mais toute la maison, à part les meubles, il y avait l'écriture, les portes, les plaintes, Ouais, c'est ouais, vraiment, ouais. la gamine de 3 ans, elle fait 80 cm, donc elle Oui, dessine sur tous les murs. tout ce qu'elle peut toucher. Et les sols, ça part vite, voilà. Et donc voilà, finalement, la locataire, j'ai dit ça va pas le faire. Et puis, ce que j'ai oublié, c'est qu'elle a trouvé Brandon, là, je sais pas où, avec 3 gosses. Donc ils se retrouvent à 4, enfin les 2 adultes avec les 4 enfants dans une maison, une chambre. Et j'ai dit là, ça va pas le faire du tout. Faut que vous trouviez autre chose. Et puis, finalement, elle a réussi à trouver un autre logement, donc elle est partie. On a eu un arrangement amiable. Elle n'a jamais eu un loyer en retard, donc elle a toujours tout payé. Par contre, sa caution locative, elle l'a perdue. Ah bah oui. Je crois qu'elle payait 600 € à l'époque, donc c'est pas les 1003 qui ont couvert les coûts de peinture. et tout, ouais. Donc voilà, donc cette maison-là, j'ai tout eu, urbanisme, procès, locataire, tout. Depuis 2015, elle est relouée à 2 étudiants, enfin il y a eu des changements entre-temps, mais à 2 étudiants. J'ai jamais eu un seul loyer hors retard, j'ai jamais dû faire aucune intervention à part l'entretien de la chaudière. Ouais. Et j'ai acheté la maison du voisin. Donc pas la voisine qui m'a dénoncé, elle voulait pas vendre. Pas encore. Pas encore. De l'autre voisin. Et pareil, j'ai fait un peu les mêmes travaux. Et maintenant c'est reloué. Et voilà, mais c'est clair que si je m'étais basé sur mon premier investissement, et jamais je n'aurais continué l'immobilier. Et je serais probablement vendeur dans un magasin parce que j'ai aucun diplôme. Et on te verrait chez Tomenko peut-être. tu me verrais chez Tomenko à te servir des poissons et te conseiller la bouffe du chat. Ok. Voilà. Alors je fais ça avec passion. Mais, mais quand même. Mais là c'est super intéressant parce que là c'est vraiment intéressant parce que j'ai eu Bertrand, j'ai eu Maïri, on en parlait avant le début du podcast et toi tu me sors la même histoire. 3 investisseurs à succès. 3 galères phénoménales sur le premier chantier. Et ce que j'aime bien savoir, c'est comment on se sent après autant d'emmerdes et t'étais dans quel état d'esprit et qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Parce que c'est chaud quand même ce que tu racontes là. Il y en a qui pourraient tout laisser tomber, quoi. Il y en a qui viennent des fois me trouver sur les réseaux sociaux, qui disent mon chantier, j'arrive pas, j'ai dépassé le budget, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vendre. Est-ce que t'as une corde? Enfin, j'ai vraiment des fois des catastrophes qui arrivent. Mais en fait, je leur réponds toujours la même chose. Si tu pars de 0, dans le pire des cas, tu vas retomber à 0. Et moi, c'est ce que j'ai à chaque fois répété à ma mère quand j'achetais. Je dis, maman, j'ai rien. Ce qui m'arrive, au pire, je retourne à rien. Je suis pas le gars qui a eu un héritage d'1 million, qui a investi 1 million et au pire qui retourne à 0. Non, dans le pire des cas, je retourne à rien. Et quand tu pars de rien, rien, tu connais déjà un petit peu comment c'est, de pas avoir d'argent pour t'acheter de nouvelles chaussures, de pas avoir d'argent pour partir en voyage. Donc moi, c'était vraiment ma motivation de dire voilà, je suis dans la merde, j'ai plein de dettes, j'avais plus de 20 000 € de dettes et rien sur mes comptes bancaires. Quand j'ai eu le problème avec les procès, tout ça, puis en même temps j'ai les impôts qui sont arrivés, parce que quand j'étais indépendant, il y a un décalage entre moi où tu gagnes l'argent et le moment où tu payes tes impôts. 2 ans. Donc là, c'était vraiment la gifle et là je dormais plus, donc j'avais vraiment une vie qui était à l'antipode de ce que j'ai aujourd'hui, pas du tout agréable, très énergivore, je travaillais comme un fou. J'étais vraiment courtier des assurances en indépendant. Ben je faisais de l'argent. Et qu'est-ce qui m'a sorti de là, c'est de me dire que c'était possible. C'est possible de s'en sortir. Et si j'arrête déjà maintenant, mais moi qui veux
10 maisons, mais qu'est-ce que je vais faire à la 10e si déjà maintenant je baisse les bras. Et puis voilà, quand la maison était mise en location, même si la gamine dessinait sur tous les murs, il y avait 700 € de loyer qui rentrait pour toujours un crédit à 200-300 €. Je me dis ok, mais encore une fois, si je fais ça 10 fois, je suis plus à 2000. Comme finalement je prends 400, je suis à 4000. Et donc ça t'encourage à faire un peu plus. Et un truc que j'ai compris rapidement aussi, c'est que plus t'as de biens, plus tu vas lisser le problème. Si t'as un bien, un locataire qui paye pas, t'es dans la merde. C'est 100% de tes loyers impayés. Ouais. Si t'as 24 locataires, t'en as un qui paye pas, ça m'est déjà arrivé, moi, après 3 mois, je me dis, il a pas payé, lui. Ouais, parce que tu t'en rends pas compte. Et alors, il est payé sur un ancien compte qui est pas le bon, ou des trucs comme ça. Mais sinon, ouais, ça lisse le problème, mais c'est clair que la plupart des gens que je rencontre, les premiers biens qu'ils ont achetés ont toujours eu des problèmes. Si c'est pas avec l'urbanisme, c'est avec des locataires. Si c'est pas des locataires, c'est avec le vendeur. Je dis encore maintenant, tous les biens que j'achète, il y avait un acte que je vais signer vendredi passé. L'acte a été reporté. C'est encore un problème avec l'urbanisme parce que c'est un immeuble. Il n'y a pas un bien que j'achète qui n'a pas de problème. À partir du moment où tu as compris ça, et pour vous, à partir du moment où tu as entendu ça, si tu achètes un bien qui n'a pas de problème, c'est là qu'il y a un problème. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, pareil, Maïri, Bertrand, tout le monde est d'accord. L'immobilier, c'est pas tout rose. Ah non, pas du tout. C'est beaucoup d'emmerdes, mais beaucoup de sueur, mais c'est aussi beaucoup de bonheur. C'est une passion, c'est tout ça. Mais ouais, franchement, c'est très inspirant. C'est pas un Eldorado. Beaucoup de gens disent ouais, mais l'immobilier c'est facile, on achète et on loue. Alors non. Par contre, c'est clair que ça peut changer ta vie financièrement, en termes de liberté de temps, en termes de liberté d'endroit. Tu peux être partout dans le monde et gérer ton parc immobilier d'où tu veux. Ce qui est pas le cas si tu ouvres une boulangerie qui cartonne, elle va cartonner, mais tu devrais être là pour gérer tes employés. En tout cas, pour pas partir 6 mois, ça sera plus compliqué. Ouais. Mais c'est clair que moi, je compare souvent ça à une entreprise. Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir de l'argent perdu des fois avec des surprises dans tes travaux, et en même temps, quand ça cartonne, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable, quoi. Ouais, c'est super inspirant et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de débutants qui écoutent ce podcast. Alors, on essaye vraiment de remettre la réalité et on dit les termes ici, les gars. On ne ment pas, on dit la vérité, donc c'est ça qu'on cherche. Et pour continuer dans un peu cette logique des premiers, et ça, je sais que beaucoup de débutants qui nous écoutent. Moi, je suis parfois sidéré des gens qui vont à un rendez-vous bancaire, ils prennent un nom et puis ils sont je vais me jeter du pont, c'est fini, tu vois. Et toi, tu nous dis voilà, tu démarres, encore une fois, il y avait pas de formation ni de podcast, il y avait rien à l'époque, et tu te prends 10 gifles dans la tronche avant visiblement d'en trouver une. Comment ça s'est passé? Enfin, comment t'as eu cette persévérance, quoi? Parce que c'est pas rien, quoi. En fait, la première fois que j'étais voir une banque, que je dis au gars, voilà, je vais acheter une maison, je vais la mettre en location, parce que moi, il était hors de question que je vive dans cette maison-là. C'était pas du tout le projet. C'était de la mettre en location. Et là, le banquier me dit, ah non, mais monsieur Schmitt, si c'est pour ne pas y habiter, vous allez devoir apporter 20% du projet. Enfin, c'est un peu les mêmes règles qu'il y a aujourd'hui, hein, donc ça n'a pas fort changé. Et donc là, moi, ce que je retiens, c'est pas que je dois mettre 20%. C'est que si le banquier, je lui dis que c'est pour louer, il me dit que je dois apporter 20%. À la banque 2, j'y vais, bonjour, c'est pour habiter. Ah, ok, monsieur Schmitz, mais il faut apporter les frais de notaire. Ah, mais je les ai pas. Ah, mais si vous aviez eu les frais de notaire, on vous suivait. Donc, le premier, il me dit que je dois, en gros, si j'y habite, ok. La deuxième me dit, c'est ok, mais il faut les frais de notaire. Donc, finalement, au fur et à mesure, j'arrive au troisième qui me dit, non, vous n'avez pas assez. Et puis, vous êtes indépendant. Et puis, j'y mets, est-ce qu'il y a aucune banque qui accepte les indépendants? Puis, il dit, si, il y a un tel, ils sont plus flexibles. Et puis, t'as toujours les potes qui disent, ouais, mais va chez X, moi, ils m'ont suivi pour mon dossier. T'y vas, ils t'ouvrent même pas la porte. Puis, oui, mais va chez Y, je la connais bien, c'est une amie, elle fera passer ton dossier. Que dalle, elle est en congé. Enfin, donc, tu vas voir 10 banques différentes. Et alors, j'ai lancé un truc et je vois que vous le réutilisez aussi. Moi, je dis à tout le monde, allez voir minimum 7 banques. 7 banques. Alors, pourquoi 7? Parce que je me suis rendu compte que dans le panel de ce qui existe, on va déjà avoir 7 propositions différentes. Alors que c'est tous acheter le même bien immobilier. C'est clair. Mais ça permet vraiment d'avoir la meilleure option, le meilleur taux. Ça, c'est le truc que je regarde d'ailleurs jamais. Le taux, je m'en fous complètement. Et pourquoi on s'en fout du taux? Moi, je le sais, mais explique-le à notre audience. Le taux, si c'est pour mettre en location, si tu as un crédit à 1000 et que c'est loué 1004 et que tu as un taux à 1, 12, 14, 16, entre guillemets, on s'en fout. Si tu es content d'avoir entre tes 1000 et tes 1004, 400 € de cash flow, fonce. Par contre, il est vrai que si tu appliques ce que je viens de dire il y a 2 minutes d'aller voir 7 banques, voire plus minimum, si tu as sur les 7, 3 qui disent c'est ok, un qui t'annonce un taux à 2,20, l'autre à 4,99 et l'autre à 3,70, mais il te fait, 20 000 € en plus dans tes travaux, je vais te poser la question, lequel des 3 est le plus intéressant? Moi, j'aurais te dire, peut-être celui à 3,70,
avec 20 000 de travaux en plus, parce que tu sais que tu vas avoir des surprises, des petits suppléments, ça fait partie du jeu. Donc voilà, et je vais pas prendre celui avec le taux le moins élevé, parce que ses conditions sont peut-être moins intéressantes, parce qu'il m'oblige de prendre une épargne pension chez lui, parce qu'il veut que je mette mon assurance auto chez lui, parce que il pense que parce que je le connais. Non, le taux, je regarde jamais ça, je regarde les conditions qui sont derrière, mais uniquement si j'ai un panel, si j'ai le choix. S'il y a une banque qui me suit, avec laquelle je travaille depuis longtemps et qui a un taux 0,44 de plus que l'autre banque chez qui j'ai encore rien, bah non, j'irai chez le courtier que je connais parce que je sais qu'il fait passer mon dossier en 3 semaines. Ouais, c'est super intéressant parce que je te dis ça, à mon avis, tu as aussi des retours, des gens qui débutent, ils se prennent un premier nom, souvent ils sont cassés, c'est la fin du monde mon projet, mais mec, fais-en 7, fais-en 10, fais-en 15, va dans toute la Belgique et toi on le voit, t'as eu après 10 banques, on t'a ouvert les portes. C'est ça. C'est quand même pas rien, quoi. Et paradoxalement, cette banque qui m'ouvre les portes, elle m'ouvre les portes pour le bien 1, pour le bien 2, le bien 3, elle dit non, mais monsieur Schmitz, nous on ne suit pas les investisseurs. Ok, donc là, ça veut être à zéro. Donc j'ai fait le tour des banques et finalement une autre banque m'a accepté pour le bien 3, 4, 5 et jusqu'au 6. Jusqu'au 7 parce que c'est ma résidence principale la dernière. Et puis il m'a dit non monsieur Schmitz, vous avez un trop gros encours chez nous, ça va pas le faire. Ok, et là je re-switch sur une autre. Et là maintenant je dois avoir 5 partenaires financiers avec lesquels je travaille souvent. Différentes. Ok, super. Et aucun, je ne recommanderais aucun. Enfin tous et en même temps aucun. Il y a pas dire lui il va suivre tous vos dossiers. La seule chose que je peux vous dire, il n'y a aucune banque qui va suivre tous vos dossiers, sauf si vous arrivez avec 1,4 million sur la table. Mais ouais, bon, ça, je pense que dans l'audience, tout le monde n'a pas n'a pas ça effectivement, mais c'est super intéressant. Et pour terminer dans la série des premiers, un truc que j'ai jamais demandé, c'est après autant d'emmerdes, autant de galères, le premier loyer, le premier cash flow, ça fait quoi comme sensation? C'est quoi le feeling? Alors moi, le premier loyer m'a pas réjoui. Je sais pas là, waouh, génial, c'était cool, parce que je payais mes dettes avec ces cash flow. Mais par contre, je me suis dit, sans ce cash flow, comment je vais régler ces dettes, quoi. Ça va vraiment être compliqué. Au début, j'avais pas cette notion de me dire le cash flow est si important pour les banques. C'est un peu imprévu que j'achète avec 300 de crédit, louer 550. C'était vraiment approximatif. Voilà, je fais 200, merveilleux, c'est génial. Par la suite, j'ai compris vraiment l'intérêt d'avoir un cash flow positif. Mais encore maintenant, dès que j'ai un nouveau loyer qui tombe, alors je suis content parce que j'ai une augmentation de mes revenus, de ma qualité de vie, mais c'est plutôt le fait de concrétiser le projet, moi, qui m'épanouit le plus. Le fait demain d'avoir 500 € de loyer en plus ou un cash flow de 300, en plus. C'est plus ça qui m'excite le plus. Par contre, c'est me dire, voilà, le projet, je le voyais, c'était une ruine que personne ne voulait, ou alors c'est un appartement qui était vraiment très moche, il n'y a pas de luminosité. C'était tout belle. Et moi, derrière, j'ai mis une annonce, j'ai fait 20 visites en 2 heures, parce que je regroupe toutes mes visites. Et les gens trouvent ça génial, magnifique, c'est beau, les couleurs sont chouettes. Alors que j'ai juste réfléchi, j'étais sur Pinterest et j'ai vu 2-3 trucs sympathiques. Et là, ça m'excite plus, ça m'apporte beaucoup plus de choses que de me dire, ah oui, je vais prendre le cash flow maintenant. Ok, super, vraiment, nickel. Et, juste, parce que voilà, tu l'as dit, 16 biens, 29 ans, donc c'est assez impressionnant. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette timeline parce qu'elle est super intéressante et je trouve souvent un point commun. C'est une accélération qui est assez brutale. Vraiment, c'est toi, Maëri, Bertrand, c'est un délire. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Donc, 2013, tu fais ton premier deal, là, la petite maison à belle négociation. 1 000 € de négociation. 1 000 € de négociation. Il était content. Donc, voilà, c'est ce qui est normal quand on se forme pas, qu'on se lance un peu la fleur au fusil. Mais donc, 2013, 48 000 €, première maison. Ça prend à peu près, t'as dit 2 ans, c'est ça, avant de réattaquer. Vraiment bien en location. Pour acheter la deuxième maison, il m'a fallu 2 ans. 2 ans, Mais c'était celle avec ta compagne, c'est ça, on était 2, Ok. Et donc là, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as racheté ses parts ou t'as C'est ça. Donc on a acheté à 2. On a fait les travaux 6 mois dedans. On a emménagé dedans 6 mois et j'ai racheté 6 mois après donc 1 an après avoir emménagé dedans, mais j'ai entre-temps retourné chez mes parents. J'ai racheté la part, Ok, donc déjà, ça fait 2 ans à peu près 3 ans, on va dire, 3 ans et quelques. Et puis après, c'est quoi la suite? Si tu sais, parce que je sais que t'en as acheté beaucoup, mais. C'est encore un peu fort dans ma tête, mais j'ai acheté 2 parkings. J'avais acheté vraiment tout du prix du marché que je louais. En fait, à la base, j'étais locataire de ces parkings-là. Et je me dis, c'est quand même bête de louer. Moi qui n'ai jamais loué un bien. C'est bête. Donc, je m'arrangeais avec le propriétaire pour les acheter. Il s'avère que le propriétaire, c'est une énorme agence immobilière à Liège.
Et là, il y a un truc que je ne sais toujours pas expliquer aujourd'hui. Ils acceptent de me les vendre. Alors au début, je sais plus les montants exacts. Je pense qu'ils en voulaient 21 000 euros pièce par emplacement. J'ai dit, les gars, on parle d'emplacement parking. On parle pas d'acheter un box ou même juste un emplacement. Non, un emplacement. Ah ouais, des lignes blanches. Des lignes blanches. Okay. Des lignes blanches, mais ultra bien situées dans l'hypercentre de Liège. Et j'ai dit non, 21 000, non. Par contre, je vous propose, je sais plus les montants exacts, mais à la fin, j'ai les deux pour 19 000 euros. Voilà. Et là, je me dis, je sens que je fais une affaire. Parce que l'agence immobilière, je sais pas pourquoi ils les ont vendus d'ailleurs, mais ils en avaient plein. Ils avaient une quarantaine dans l'immeuble. Donc, ils les ont vendus pour 19 000. Et entre le moment où j'ai signé l'offre, contre-signé, que eux sont bloqués, moi aussi, et les actes, je me renseigne pour voir le prix que coûte, voir si j'ai fait une bonne affaire, quand même. Et en fait, je me rends compte que dans le complexe, il y en a une qui s'est vendue à 30 000 euros une. Une seule place. Et j'ai dit, mais par contre, est-ce que je vais vraiment les garder, quoi, à ce prix-là? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé les actes le lundi et le mardi, il y avait une annonce sur ImoWeb. J'avais affiché les 2 places à 30 000. Alors, il y en a une qui est au 6e étage, elle est partie à 20 000 et celle au rez-de-chaussée, elle est partie à 30 000. Donc, j'ai fait 50 000 direct. Et alors là, à l'époque, j'avais financé mes 2 places de parking par la banque, mais qui n'a pas mis d'inscription hypothécaire. Donc, il n'y a pas pris de garantie dessus. Donc, j'ai vendu les emplacements de parking sans que la banque me demande à rembourser les 22 000 euros parce que j'ai apporté une partie des frais de notaire. Donc t'as continué à les payer. J'ai continué à payer ces crédits. Mais j'ai eu les 50 000. J'ai fait un peu de taxes parce que voilà, c'est un peu le jeu. Mais alors, les 50 000, je les ai directement remis derrière dans 2 maisons. Ah, bravo. Et là, puis j'ai acheté un entrepôt, qui a été un petit peu rénové. Puis je me suis rendu compte que les travaux étaient beaucoup trop gros. Et là, je me suis dit, j'y arriverai jamais, ce sera finalement pas rentable. Je l'ai revendu, j'ai pris que 5 000 euros de plus-value, mais c'est déjà ça. Mais au moins, j'ai récupéré mon cash parce que j'ai mis beaucoup de cash en fonds propres dedans. Et puis, mine de rien, j'étais toujours indépendant. Je continue toujours à mettre de l'argent de côté. J'avais très très peu de dépenses. Mes amis m'ont souvent appelé le radin, mais non, j'étais plutôt, moi, je m'annonce comme quelqu'un de frugaliste. On va en parler, t'inquiète, tu pourras te défendre face à tes amis. Donc, mon cash flow, rembourser une partie de mes dettes, puis à un moment, mes dettes, heureusement, se sont vidées. Et puis j'ai enchaîné, mais ça a été vraiment, ces 2 parkings ont été un peu la première boule de neige. Parce que sans ces 50 000 euros là, je ne serais pas racheté 2 maisons derrière. Ok. Et 2 maisons que tu mets, ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la stratégie à la base, mais toujours en colocation ou non, il y a eu un peu de tout. Un peu de tout. Ouais, location classique, avec souvent les mêmes locataires. Franchement, je touche du bois. J'ai beaucoup de chance dans mes locataires. J'ai très très peu de changements de locataires. D'ailleurs, souvent les gens me disent, est-ce que tout maintenant est géré par une agence? Les entre guillemets vieux locataires que j'ai, ils sont toujours gérés par moi parce que je passe une fois tous les 2 ans et demi. Parce que comment ça va, des fois des bêtises. Mais franchement, j'ai beaucoup de chance. Les débuts ont été catastrophiques. Mais maintenant, depuis 2015, j'ai pas eu un seul loyer impayé. Alors, ça arrive qu'il y a eu des retards. Covid, j'ai même proposé. T'as pas eu de vacances. Mais j'ai jamais eu un seul loyer impayé. Donc, ceux qui disent, les loyers impayés. Alors, ça arrive. J'entends des investisseurs qui ont ce genre de problème. Mais, dans mon cas, je suis pas du tout concerné par ça. Et c'est quoi alors ton secret? Est-ce que tu as un secret pour les débutants qui ont peur de ça? Il y en a quelques-uns. Mon secret, c'est que je vais vraiment au feeling. Donc moi, quelqu'un, je vais pas forcément. Alors, je vais déjà analyser les revenus de ça par sécurité que la personne se mette pas elle-même en difficulté. Donc quelqu'un qui gagne 1 400 euros par mois, je vais pas lui faire louer un truc à 900 euros. Voilà, je suis pas un criminel qui va prendre son argent. Donc là, je vais lui expliquer que ça marche pas. Par contre, je vais peut-être la conseiller à aller sur un autre type de bien, voire se mettre en colocation dans des plus grosses maisons, des choses comme ça. Mais je ne vais pas prendre que ça va pas être possible. Par contre, si les loyers sont bons et tout ça, je vais un petit peu voir le passé de la personne. Pourquoi est-ce que vous déménagez? Quelqu'un qui quitte de chez ses parents, par exemple, c'est les 2 plus longs locataires que j'ai, c'est des gens qui ont quitté chez leurs parents. C'est des gens qui rêvent de liberté depuis longtemps. Et quand je parle avec eux, acheter, alors que je les pousse, mes locataires, ils peuvent en témoigner. J'en ai certains qui viennent à mes séminaires de locataires et que je pousse à acheter parce que je dis achète. Les gens trouvent ça dingue parce qu'ils disent mais s'ils partent, il n'y a plus de loyer. Je m'en fous, il y en aura d'autres qui paieront, mais au moins mes locataires seront propriétaires. Et donc là, c'est vraiment au feeling. Quelqu'un que je ne sens pas, même si la personne s'est déjà arrivée et dit je paye 1 an d'un coup, je dis que non, il y a finalement quelqu'un d'autre, je vais le louer à un cousin. C'est pas vrai, c'est juste que je le sens pas. Donc pas de secret, pas de remède miracle. Vraiment, il y a le feeling et dans tout l'immobilier, si vous rentrez dans une maison, vous dites, c'est une bonne affaire, mais je la sens pas, faut pas l'acheter. Si vous allez voir un banquier que vous dites, il me fait des bonnes conditions, mais je le sens pas, il faut pas y aller. On parle d'un investissement sur quasiment toute une vie. Si on garde le bien, qu'on le revend pas. Donc si le feeling n'est pas là,
ça va pas aller. Écouter son intuition. Bon, c'est après, la base. c'est pas facile, mais Maëri te rejoint beaucoup là-dessus. Lui aussi, c'est au feeling. Ouais. J'ai demandé aussi son secret. Il m'a dit, l'intuition, le feeling, je sais pas te dire, toi. Oui, je n'ai pas envie de dire aux gens, oui, il faut regarder les revenus, il faut appeler l'ancien propriétaire. C'est toutes des choses que de base, il faut le faire. Ouais, moi, s'il y a un ancien propriétaire, je vais essayer de l'appeler. Mais si ça se trouve, l'ancien propriétaire, c'est le cousin du mec qui visite, qui fait croire qu'il est propriétaire. Enfin, ça devient un peu, alors que le feeling, tu l'as en toi, tu sens quelque chose. C'est surtout si tu sens pas. Ouais. Non. J'ai déjà eu des gens au téléphone où direct. Non. Ouais, je sens pas. Donc, je mets le rendez-vous pour pas être un peu désagréable au téléphone. Puis, finalement, 3 jours après, je rappelle pour dire que c'est loué, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, c'est mort, quoi. Jamais dans ta tête, tu leur le rêve, que tu sais que lui, c'est chaos technique, quoi. Ouais. Mais, et ça, non, j'ai pas encore fait de podcast là-dessus, mais je pense que ça vaudrait le coup. Je pense qu'il y a quand même il y a du rationnel dans l'immobilier. Bien évidemment, les chiffres, tu le dis. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse part d'intuition. Oui, tout à fait. Tu rentres dans un deal. Après, l'intuition, je pense, se forme avec aussi l'expérience. Parce que quand tu débutes, t'as pas vraiment d'intuition, tu vois. Mm-hmm. Mais maintenant, toi, avec ton expérience de plus de 10 ans, je suis sûr, je te mets dans un bien, là, on va visiter à Dinan. Direct, tu vas me dire, ah, ça, je le sens pas, tu vois. Ouais. Et donc, ça, c'est magnifique. Mais je ferai, ça me donne une idée de sujet, mais c'est vrai pour moi, c'est très important. Donc, au niveau timeline, ouais, voilà, tu achètes tes 2 maisons. C'est à peu près tu te souviens? À peu près la date? 2000? La première 2013, deuxième 2015. 2015. Et puis, juste derrière la maison, là, je rachète tout ce qui est les parkings, ça. Et là, ça s'enchaîne sur 2 ans, j'achète 6-7 biens. Ok, ouais, en 2 ans, putain. Et grâce à cette Grâce au cash. Grâce au cash, ouais. Au cash. Incroyable. Et oui, c'est Et puis là, c'est boule de neige, là. Forcément, tu fais des reprises d'encours, je suppose, dans tous les sens. C'est ça. La banque me dit, ok, on va bien vous refinancer pour l'autre projet, mais à condition qu'on reprenne la maison en garantie. Ouais, forcément. Mais j'ai ok, mais la maison, par contre, je sais plus, elle vaut 130 000. Avec les travaux, j'arrive à 95. J'ai dit, ok, mais alors, pour l'autre bien, j'apporte pas les frais de notaire. Ah non, mais on peut les financer. Mais par contre, on reprend le crédit de celle-là. Je dis, allez-y, fine, allez. Bon, allez, je fais un effort. Voilà, je vais gérer, franchement. Je suis bon prince. Donc, voilà. Alors, j'ai toujours dû mettre des fonds propres dans mes acquisitions. Mais, oui, si je voyais que j'avais pas du cash là maintenant, j'achetais le bien et je faisais en sorte d'avoir du cash pour financer une partie des travaux. J'ai toujours travaillé en flux tendu. Putain, c'est marrant, hein. Et je pense que je vais en aligner 10, 12 et ils vont toujours me dire la même chose. Maëri fait comme toi, Bertrand fait comme toi. Et je pense que c'est quand même c'est un peu du mindset, quand même un peu un secret niveau mindset des gens qui en 10 ans arrivent à accumuler 10, 15, 20 biens. Il y a quand même, vous êtes pas dans l'inconfort par rapport à l'inconnu, tu vois. Ah ouais. Je veux dire, on le voit sur ton premier deal, Maëri c'était la même chose, lui, pareil, il avait signé, il n'avait pas l'argent. Et d'où ça sort, ça? C'est incroyable quand même. Je trouve qu'il y a une part de risque, et si tu prends pas de risque, en fait, tu réussis rien dans la vie. Si tu prends pas de risque dans ton couple, ça ira pas. Attention, quand j'entends des risques mesurés, le risque dans un couple, il faut tromper sa copine, sa copain. Non, pas du tout. À l'opposé de ça. Mais prends le risque de se mettre en ménage, prends le risque. Des fois, j'entends des jeunes couples qui disent, oui, mais on attend un peu avant de partir en vacances. Et c'est quoi ton risque? C'est de perdre un billet d'avion? Ou d'y aller avec un pote finalement? Prends ce risque d'y aller. L'immobilier, c'est un peu pareil. Prends le risque d'avoir un enfant aussi. Alors moi, je sais pas ce que je prendrais, mais, parce que je veux pas d'enfant, mais prendre ce risque de dire, ok, je vais aller dans l'immobilier, je vais toujours être en flux tendu. Il y a que maintenant que je peux me dire, ok, je suis tranquille, demain j'ai une maison qui a un problème, ok, ça va. Ouais, maintenant, à l'époque, il fallait le faire, quoi. Il y avait 1000 euros qui rentraient, il y en avait 1000 qui sortaient. Ouais. Et là, effectivement, c'est pour ça qu'à moi, je me suis mis des dettes sur le dos, j'avais des impôts qui arrivaient, je pensais pas que c'était aussi brutal. Maintenant, c'est toujours brutal, mais on est préparé, quoi. C'est comme quand tu vas à la boxe, tu vois. Je vois très bien. Tu vas prendre les coups, mais tu mets ton dentier, tu te prépares un peu, et c'est parti, quoi. Mais non, si tu prends pas de risque, tu vas faire comme tout le monde, et alors, ça veut pas dire que tu réussiras pas dans l'immobilier, mais tu peux pas aspirer à avoir un parc immobilier, je dirais même que de 10, 15, 20 maisons sur 10, 15, 20 ans, en faisant une maison à la fois, sans prendre de risque. Non, pas du tout. Un truc que j'ai fait auparavant, que je fais heureusement plus maintenant, mais ça peut être une petite astuce pour certains qui sont en manque de liquidité. J'ai certaines cautions locatives que j'ai utilisées pour payer des frais de notaire.
Ah, mais ça, Voilà. t'inquiète que t'es pas le premier qui me dit ça. Voilà, des locataires qui voilà, parce que ils me passaient la garantie sur mes comptes, j'avais un compte spécial pour ça, puis je voyais qu'il y avait 7 000 € qui dormaient là. Non, je l'ai J'ai très fait bien dans les 7 000. frais. Donc je les reprenais, je savais que le locataire partait pas dans l'année, ok. Et si une fois ça devait arriver, je retrouvais une solution. J'ai jamais dû demander de l'argent à quelqu'un, juste une fois mon père qui m'a prêté 5 000 € pour justement cette histoire d'impôt, avocat, tout ce qu'il venait en même temps. Et j'ai mon père, tu me prêtes 5 000, mais je te rembourse 5 500. Il me dit, t'es taré, t'es mon fils, il est hors de question. Si c'est pas ça, je ne t'en prends pas ton argent et laisse-moi bouffer dehors. Donc finalement, il a accepté. Mais jamais une fois, j'ai dû demander de l'argent. Mais demain, par contre, j'aurais aucun problème si je dois faire une levée de fonds. Je suis moins gêné maintenant d'aller demander peut-être faire lever, 5, 6, 700, 3, 4, 5 millions d'euros à des investisseurs qu'à l'époque où j'ai dit non, c'est hors de question que j'allais demander 100 balles à mes potes. C'est normal. Hors de question, je vais vendre mon iPhone et je vais faire croire qu'on me l'a volé et je vais racheter un 3310 quoi. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un 3310, vous savez, t'allais sur Google. Ouais, Nokia, le steak, on connaît. Ok, magnifique. Et donc, voilà, tout s'est enchaîné grâce à quand même, cette stratégie un peu de flux tendu de dire, allez, ce deal, il est bon, je m'engage dedans et je verrai comment je me débrouille, quoi. C'est ça. Et là, je commence à rêver. Je me dis, attends, j'achète des garages. Donc, plus ou moins, ça revient à 10 000 € pièce. Je les revends pour un 30 lot de 20. Je vais faire ça avec tous les garages de Liège. Et là, je rachète 2 garages derrière. Le mania des garages. Il est là. Moi, je suis lancé les garages chez mon truc, les parkings. Sauf que, il y en a un que j'achète, je le revends avec 4 000 € de plus-value. Mais j'ai immobilisé l'argent pour ça, pendant genre 6 mois. C'est un investissement qui est pas du tout intéressant. T'as eu un coup incroyable. Ah ouais, là, donc finalement, j'ai arrêté d'acheter des parkings. Et puis, les prix ont commencé à monter. Et, c'était mort. Voilà, c'est plus mon core business maintenant mais je sais qu'il y en a qui font encore beaucoup d'argent avec des parkings. Ouais, bien sûr, hein, ça marche toujours très bien et un peu moins maintenant, mais je connais des gens qui marchent, ça marche pas mal. Et on terminera parce que c'est là, j'ai compris 16 biens immobiliers, 29 ans et je sais que tout s'est accéléré aussi récemment et on terminera par ça au niveau IMO. Mais juste avant, si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui nous écoute là en ce moment dans sa voiture, dans sa douche, au sport, je sais pas où il nous écoute, pour un débutant donc, ce serait quoi si tu devais en donner que 3? Alors, si je devais en donner que 3, c'est commencer le plus tôt possible. Jeune indépendant, jeune salarié, peu importe. Certains étudiants peuvent même acheter s'il y a les parents qui sont un peu derrière. Le plus tôt possible, acheter. Ça, ce serait le premier. Et pourquoi? Pour déjà avoir s'il y a du cash flow, une augmentation de salaire assez intéressante dès le départ. C'est même que 150 ou 200 € de cash flow. Quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, qui a déjà un salaire correct en Belgique, c'est déjà 10% de son salaire. Juste avec un investissement qui s'autofinance par le locataire. Ça serait le premier conseil. Faire le tour des banques, on l'a déjà dit, donc ça serait le deuxième. Donc, ce sera pas le deuxième, parce qu'il faut vraiment avoir quelque chose de différent. Dans la mesure du possible, je sais que c'est compliqué, mais il faut des fois se délocaliser. Essayer d'avoir un achat en dessous de 100, 120 000, 140 000 € pour avoir une mensualité assez basse, qui se qui se rembourse quand même en location classique. Et dans le meilleur des mondes, faire une location un peu hybride, soit de l'Airbnb, soit de la location, location courte durée, ou de la colocation, pour augmenter au maximum les revenus. Ok, ça c'est le deuxième conseil donc. Et le troisième, ce serait d'enchaîner dès que c'est possible, même si ça fait peur, même si on n'a pas ou peu d'argent. Je sais que j'ai des gens autour de moi, donc dans des jeunes investisseurs, je sais qu'ils ont 50, 80, 100, 150 000 € sur leur compte bancaire. Ouais, nous aussi. et quand on leur dit, allez, on achète un deuxième, oui, mais c'est pas sûr que... Et dans ma tête, je me dis, attends, moi j'ai toujours travaillé où il y avait 900 € sur mes comptes bancaires. Ouais, t'avais pas un bal et j'y allais. et derrière, tu te dis, ouais, mais tu veux acheter un patrimoine immobilier, mais t'as 140 000 balles, vraiment, mec, passe les mois. Je te rembourserai du 10% si tu veux, mais je vais les utiliser t'inquiète, ça va voler. non, mais ça, mais qu'est-ce que je dois acheter? Et donc là, je sens que c'est cette peur de, mais je vais acheter il y a 6 mois, j'ai peur de réenchaîner. Donc le troisième conseil, dès que c'est possible, on enchaîne. Et quand est-ce que c'est possible? J'ai envie de dire quasiment le lendemain de la mise en location, même si certaines banques attendent d'avoir 3 mois. Si t'as bien fait, en général, avec la plus-value et tout, c'est vraiment... Il y a vraiment moyen d'enchaîner le lendemain de la mise en location. C'est vraiment jouable. Voilà, 3 très bons conseils de Laurent. Et juste dans le deuxième, il y en a un qui m'a fait tiquer, et justement, parce que nous,
on aide les gens qui débutent comme toi. Et il y en a un, c'est voilà, se délocaliser. Et ça, c'est quand même un fer de lance de tous nos débutants, hein. Pas tous, mais il y en a, c'est moi, je veux pas aller à plus de 10 km de ma région. Hein. C'est dingue. Et t'as l'impression que tu te dis, mais what the fuck? Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Parce que c'est quand même bizarre, tu vois. Tu veux ou tu veux pas? Alors, je leur dirais que je suis passé aussi par là. Que j'ai toujours eu ce... Alors, je trouve que c'est un luxe. Hein. D'exiger ça, c'est un luxe et c'est un peu un caprice d'enfant gâté. Parce que oui, mais non, moi, je vais acheter sur Bruxelles, moi, je vais acheter à Charleroi. S'il y a une bonne affaire qui se passe à 50 km de chez toi, te dire je la prends pas, ben, c'est ce caprice de dire non, moi, je vais pas aller faire 50 km pour aller voir mon locataire. Mine de rien, ce n'est qu'une demi-heure. Si c'est mis en gestion, c'est même pas, ça prend pas de temps. Donc, c'est un peu un caprice, mais en même temps, j'ai pas jeté la pierre aux gens parce que j'ai toujours fait pareil. Et encore maintenant, paradoxalement, Liège. Moi, j'ai tout mon parc immobilier qui est à Liège et je suis très souvent contacté par des investisseurs ou des agents immobiliers qui me disent ah j'ai une bonne affaire sur Dinan ou j'ai une bonne affaire sur Charleroi ou là j'ai une pépite mon gars à Namur, elle est pour toi. Et je dis ouais non mais parce que je sais que ça devient un caprice. Ouais. Et mon caprice c'est de non bah, écoute j'ai suffisamment de biens qui rentrent de près de chez moi, ben, par facilité, je vais les prendre, donc je les partage avec des participants. Maintenant, tu peux te le permettre, mais à l'époque. Ouais, bon. mais à l'époque, je pense que c'est plus et c'est beaucoup de peur, et c'est pour ça que je ne ferai pas la pierre. Ça, ouais. Cette peur de dire, oui, mais c'est loin, j'y arriverai pas. Il y a un problème. Et donc j'accompagne plusieurs personnes qui sont bruxellois. Tous les bruxellois, je leur dis, achetez pas à Bruxelles, les gars, c'est pas rentable, achetez ailleurs. Amen. Et eux, par contre, je sais pas, j'arrive à leur donner la motivation d'acheter à Liège. De sortir, ouais. Ou Charleroi, des fois même à Namur. Et je leur donne une motivation que moi-même je sais pas avoir. Donc c'est ultra paradoxal. Donc je comprends. C'est marrant. Si tu sais te délocaliser, fais-le. Ouais. Si vraiment c'est difficile pour toi, bah, bouge-toi un peu plus et tu trouveras des biens autour de chez toi. Ouais. Mais ce sera peut-être pas le même rendement, mais tu seras peut-être plus à l'aise. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si tu le sens pas, faut pas le faire. Faut pas le faire. Non, c'est clair et c'est exactement ce que tu dis. Mais là où je voulais te clôturer sur ce point-là, c'est qu'il faut pas trop avoir peur de sortir de sa zone. Ah, pas du tout. Il y a pas parce que beaucoup de gens pensent que si je sors, c'est la fin du monde. S'il y a c'est le tiers monde, quoi. Ouais. Voilà, voilà, toi t'as un peu le luxe ici, comme tu l'as dit, bah voilà, le coup du sort, tout est à Liège, mais il y a des Bruxellois, comme tu dis, qui investissent à Charleroi, à Namur, à Liège, c'est à 1 heure de voiture de chez eux. Tout à fait. Et ils le font. Ils le font chaque mois, chaque année, et ça se passe très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous délocaliser, c'était un excellent conseil de Laurent. Et une autre question que j'aime beaucoup, et j'ai hâte d'avoir ta réponse là-dessus. Si on avait une machine à remonter le temps et que tu pouvais revenir en 2013 avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui. Avec les connaissances. Ben oui, avec les connaissances, bien évidemment. Donc tu pourrais tout recommencer à zéro. Est-ce que tu referais exactement la même chose ou est-ce que tu changerais quelque chose et si oui, quoi? Alors, vu en fait le caractère que ça m'a forgé, l'énergie, j'ai jamais été autant heureux que maintenant, tu vois. Je suis vraiment quelqu'un de très heureux, épanoui, j'ai vraiment c'est top pour tout. Ce qui n'était pas du tout le cas quand j'étais jeune, enfant, adolescent et ça, je me trouvais pas aimé, pas beau, enfin tout ça. Donc, là, je me sens vraiment bien. Tout ça, c'est par rapport à ce que j'ai appris dans l'immobilier. C'est pas ce que j'ai appris dans les assurances qui m'a donné de l'assurance. C'est pas ce que j'ai appris chez Stomenko qui m'a donné ce luxe de pouvoir peut-être aller plus souvent chez le coiffeur. Donc l'immobilier m'a apporté tout ce que j'ai maintenant, mais je le dois qu'à moi-même. Il y a personne qui m'a pris par la main. Donc si j'avais les mêmes compétences aujourd'hui, j'aurais envie de me dire, revis tout ça. Parce que ça va faire l'être que tu es aujourd'hui. Par contre, c'est clair que tu me remets à 20 ans avec les connaissances que j'ai maintenant, je te fais lever de 5 millions de dollars. Allez, je parle USA. Je te fais lever de fonds de 5 millions d'euros, où je dis aux gens, je fais un PowerPoint de dingue fou malade, où je fais une conférence où il y a 500 investisseurs qui viennent. Écoutez les gars, moi je comprends le truc. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils comprennent pas, et c'est normal parce qu'ils sont pas formés. Donc maintenant j'ai cette formation en moi, où j'étais très autodidacte dans tout ça. Ben, ok, fine. Je vais lever 5 millions et le patrimoine que j'aurai aujourd'hui, il serait multiplié par 10. Ouais, c'est vraiment, ouais. Alors, je pense pas que je serais plus heureux parce que, voilà, je pense quand t'arrivais là où tu voulais arriver, je suis pas plus heureux. Dommage, au moment mes revenus de 1 000 €, je suis pas plus heureux. On va en parler de ça, on va en parler, t'inquiète. Mais donc voilà, donc, le petit moi, je lui dirais, écoute, fais le même parcours avec les mêmes erreurs, avec les mêmes fonds propres que tu n'as pas. Et alors, à celui d'aujourd'hui, je dirais, maintenant tu connais un peu les ficelles, joue avec, quoi. Ouais, joue avec.
Ok, super, merci pour ça. Et si je pourrais donner un conseil à notre audience, ouais, bien sûr. N'essayez pas de brûler les étapes. Des fois, j'ai des gens que je rencontre en séminaire qui disent « Oui, mais moi aussi, moi, mon objectif, c'est d'avoir 10 biens sur 2 ans. » Alors, oui, c'est bien. Moi, je l'ai fait sur 6-7 ans. Faut que je compte. Enfin, je fais assez rapidement. C'est déjà rapide. J'ai pas beaucoup vu mes proches. Peut-être qu'une partie de ma relation est partie là-dedans aussi. Bien évidemment. Donc, il y a plein de sacrifices qui ont été faits derrière. On n'a pas rien sans rien et ça. Non, effectivement, quand les gens voient sur les réseaux sociaux, ils me disent ouais, mais le mec il quand même voyage beaucoup. Ok, il a une belle voiture. Des fois, il loue une voiture de sport. Ah oui, c'est bien. Il a plusieurs montres. Oui. Ok. Oui, mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. La montre à l'époque, je l'avais pas. On l'a bien. C'est pour ça que ce podcast est important. Ouais. On creuse avec les rentiers leur début et on voit que il a fallu le temps. Hein. Maintenant, il y a un effet cumulé et évident, tu vois. Mais c'est ça que, comme tu dis, il faut pas trop brûler les étapes parce que 10 biens en 2 ans, c'est 10 biens en 10 ans. Bah ouais, mais tu vois, le mec qui vient de se trouver qui dit 2 ans, moi j'en veux 5, j'en veux 6. Alors, je suis certain que je vois ce mec-là dans 2 ans qui a les 10 biens, il est malheureux. Ah oui, parce que sa femme s'est barrée, parce que s'il avait des gosses, ses gosses vont plus le voir. Je suis certain qu'il est même fauché parce qu'il s'est fait avoir peut-être par plein d'entrepreneurs qui n'ont jamais eu le temps de se refaire. Peut-être qu'il a un contrôle fiscal sur le dos parce qu'il a été trop vite et que maintenant, on est dans une ère un peu où les revenus locatifs commencent un petit peu à être dans le viseur. Donc, je ne conseillerais ça à personne. Non, par contre, t'achètes un bien. Il est fini, tu le mets en location, tu peux repartir le lendemain. À ton rythme. Voilà, à ton rythme. Et tu peux passer d'une maison à une maison à un immeuble. Ça, moi j'ai fait maison, place de parking, enfin maison, place de parking, petit entrepôt. Et c'est un peu plus tard que j'ai acheté un gros immeuble. C'est clair. Faut pas directement dire je vais commencer par un immeuble de 7 appartements si t'as jamais géré un locataire. Non, il vaut mieux, c'est à éviter. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est très dangereux. Mais, des super conseils, vraiment des belles pépites. Et justement, on va clôturer sur un peu l'IMO, un peu. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire parce que t'en parles souvent. C'est, au niveau mindset. J'en suis convaincu, hein. Déjà, c'est peut-être le 3e que je reçois ici. Et je trouve que les investisseurs à succès ont quelque chose que 95% de la population n'ont pas. Et c'est dans la tête. Je pense que c'est que là la réussite, hein. J'en suis convaincu. Et donc, au niveau mindset, c'est quoi un peu, toi, ton mindset qui t'a fait réussir? Moi, je le sais un peu, mais bon, voilà, pour l'audience. C'est quoi les choses que tu conseillerais aux gens de penser, de faire et qui, pour toi, t'ont vraiment aidé dans ta réussite? Alors, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de vouloir absolument prouver que j'étais quelqu'un. Ouais. C'est vraiment le truc où je me suis dit, j'ai rien réussi à l'école, je sais pas écrire sans faire de fautes. Voilà, je commence à mieux savoir parler maintenant, mais plus jeune, voilà, c'était pas top. Je suis pas apprécié pour ce que je suis, mais plus pour ce que je fais. Faire rire les gens, donc on n'apprécie pas la personne, mais plus les conneries qui vont derrière. Ouais. Donc moi, vraiment, mon mindset, c'est à dire, prouve que tu peux être quelqu'un socialement, tu peux réussir, même sans gros diplôme. Donc c'était ça. Jusqu'au moment où je suis arrivé à cet apogée, dire, ok, je suis arrivé à mes 10 biens. Et alors, ce qui est très paradoxal, c'est que le jour de mes 30 ans, donc là où je signe donc je voulais arriver à 10 biens pour mes 30 ans, donc le jour de mes 30 ans, je signe le 16e bien. Et là, tout le monde était euphorique autour de moi, disait, mais c'est génial, c'est top. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Et je me rappelle, donc j'avais fait une soirée d'anniversaire, je parlais un peu, les gens connaissaient mon projet, donc les plus proches, j'ai félicitations, d'autres qui avaient complètement oublié, tant mieux, mais certains les plus proches, j'ai félicitations, t'as vu que tes 30 ans, tu t'es arrivé. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience qu'on était à 16 et pas à 10. Parce que j'étais vraiment focalisé là-dessus. Et le lendemain, je me réveille, donc j'avais fait la soirée chez moi, des photos en témoignent. Il y a des ballons pétés partout, de la vodka qui colle à terre, il y avait encore les manches debout, et je me lève tout seul. Je sors d'une relation, enfin d'une séparation quelques mois plus tôt, et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis arrivé là? Pour finalement me retrouver seul après mon anniversaire. Et là, je vois noir, quoi. Et je me dis, non, en fait, mon ex a raison. Il faut que j'arrête tout. Parce que ma vie de famille, voilà. Bon, après, j'ai appris que j'étais sous l'emprise d'une personne très manipulateur, comme ça. Mais, voilà, donc c'était très noir. Et puis je me dis, mais non, en fait, finalement, la vie que j'ai maintenant, elle est cool. Mais je vais la faire plus cool. Et d'ailleurs, je suis invité à un séminaire d'acheter pour louer que vous organisez avec Maëri. Ouais. Et lors du séminaire, vous avez encore de l'image, j'ai dit non, maintenant je vais calmer le jeu, je vais plus acheter, je vais profiter, on a les preuves. Je vais voyager. Et alors j'avais tout doux rêve, j'avais une 50aine de rêves que je voulais réaliser. Ouais, je me souviens. Et j'ai toujours cette tout doux rêve. Mais sauf que allez, sur les 50 trucs, il y en a déjà un tiers qui est réalisé.
Ce séminaire, il a 3 ans. Donc c'est pas si loin que ça. Et dedans, il y a des rêves qui sont des magnifiques rêves. Enfin, pour moi, en tout cas, assez dingues. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux étaient possibles. Investir. Donc là, le mindset a changé. J'ai dit, pourquoi être entrepreneur, investisseur, accompagner des gens, ça t'excite, ça t'amuse, ça me fait vibrer. Ben, continue ça. Par contre, effectivement, prends plus de temps pour les autres. Et là, j'ai fait un voyage au Mexique, où je me sentais vraiment paumé. Mais vraiment, j'ai tout raté. Tout le monde dit que j'ai tout réussi. Mais en fait, économiquement, effectivement, j'ai trop de problèmes d'argent. Mais par contre, l'être humain à l'intérieur de moi, paumé, quoi. Un gamin. Donc là, je pars au Mexique. Je décide de partir cette semaine, en plein Covid. Et plein de gens comprennent pas. Moi, le premier. Mais je sais que des amis m'ont dit, quand on voyage, on se retrouve et tout ça. J'ai dit, ok, je vais vous faire confiance, je pars. Et effectivement, là, c'est un peu le voyage en dents de scie. C'est qu'au début, génial, là, je suis au soleil, la classe. Puis après 7 jours, t'as pas d'amis. Sur les 7 semaines, j'ai parlé 2 fois à des francophones. Donc, j'ai appris un peu l'espagnol, je parle beaucoup mieux anglais. Et donc, ça, c'est génial. Et puis finalement, le soir, quand tu veux juste aller poser sur la plage, je dis, mais je connais personne ici. Je viens d'arriver. Je changeais d'hôtel tous les 3 jours. Pas facile. C'était un peu compliqué. Et puis, alors là, je me raccrochais à ce que j'aimais bien faire. Je faisais des fois des lives sur Facebook et tout ça. Et je me rappelle d'un live où j'ai reçu d'ailleurs un super message de ta chérie Sandrine. Fait quelque chose quand même d'en parler. Où là, je parle en fait de toutes les difficultés que l'immobilier apporte. Voilà, je voyais pas beaucoup mon filleul, j'étais pas très proche de ma famille. Je me rappelle le nombre de fois où je suis rentré à la maison, tout le monde chez moi avait déjà mangé et moi mon plat était réchauffé dans un micro-ondes. Et là, à la fin du live, qu'est-ce qui se passe? Je termine en pleurant, quoi. Donc là, il y a 500 personnes qui te regardent et t'es comme un gamin. T'as touché tout le monde avec ça. Ça a été le live le plus difficile à faire de ma vie parce que je me livrais, je parlais des gens proches de moi et tout ça. Et en même temps, ça a été le plus beau live que j'ai fait de ma vie. Et encore maintenant, il n'y a pas un live qui était le plus beau que celui-là. Parce que je suis sorti de là et je me rappelle, donc je ferme le call et ça, je suis mes petites larmes de crocodile, de petit gamin. Et là, je sors de cette pièce que j'avais louée pour l'occasion. Et je me dis, là maintenant, je me sens bien. Alors, je sais pas si c'est ce live, je sais pas si c'est le fait d'avoir un peu ressorti de ça. Et là, je me suis dit, ok, le mindset, putain, t'arrêtes surtout pas, continue, c'est génial et tout. Et alors derrière, j'ai reçu sans mentir 200 messages que j'ai toujours. J'ai fait des captures d'écran de chacun. Ça m'arrive rarement, heureusement, parce que je vais beaucoup mieux depuis, de les relire. Et c'était une putain de bouffée d'oxygène. Je me dis, et depuis, il n'y a pas une seule fois où j'ai été un jour triste ou malheureux. Et donc, je pense mais par contre, je suis responsable de ça. J'étais responsable d'un moment douter de moi-même. Ouais. Je suis responsable aujourd'hui d'être heureux. Des fois, les gens disent, ouais, mais toi, t'as l'air tout le temps souriant, pétillant, t'as l'impression qu'il n'y a jamais de problème. Et j'ai pas de problème parce que je fais tout pour qu'il n'y ait pas. Et là, j'ai encore eu un problème avec la semaine passée avec un entrepreneur qui m'a laissé un bordel sans nom sur un chantier. Voilà, j'ai envoyé un petit courrier qui va peut-être se finir devant les tribunaux, mais franchement, j'ai le sourire. Ouais. Mais parce que je choisis de prendre ça avec le sourire, je vais payer quelqu'un d'autre pour venir nettoyer ses crasses, c'est pas grave. Donc l'état de mindset ici que tu recommandes, en fait, c'est quoi? C'est on est responsable de ses choix, on est responsable de tout, quoi. Et j'ai surtout accepté le fait d'avoir été malheureux. Et j'ai le droit, en fait, de pleurer. Je me rappelle sur le vélo au Mexique, je fais un petit tour en vélo et je commence à pleurer. Et je dis, mais pourquoi je pleure? Et tu repères parce que tu dis, pourquoi tu pleures? Et tu dis, mais ok. Et à la fin de la soirée, t'étais fatigué, je vais dormir tôt et tout ça. Je suis toujours seul. Et puis je parle avec des amis et de ça. Ils me disent, ouais, ça va super bien, génial. Et gros mensonge, en fait. Et puis, enfin, je dis à une amie que j'ai en vidéoconférence. Et elle me fait, ça va? Et là, je commence à pleurer. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Mais t'as dit que tu vas... Et j'ai dit, non, en fait, ça va pas. Mais ça va mieux. Ouais, et c'est bizarre, le fait de pleurer et d'aller mieux. Donc, oui, j'ai accepté le fait d'avoir des moments un peu plus down. Et mon mindset a changé tout ça. Totalement le mindset de dire t'as le droit d'être malheureux, t'as le droit d'être fâché, t'as le droit d'être heureux, t'as le droit de réussir. En fait, t'as le droit de faire tout ce que tu veux faire tant que c'est pas au détriment des autres, quoi. Ouais. C'est beau, hein, c'est beau. Mais c'est super, en fait, ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment ce côté dans notre société, je pense, toujours, être souriant, être bonne façade, tu vois. Alors que non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des moments down, il y en a. Ah ouais. Faut les accepter, les accueillir.
Et oui, ça fait parfois pleurer, mais au moins, tu vois, tu apprécies mieux la vie, au final. Parce que tu reviens, t'es dans des bons, non, c'est super inspirant. Et donc, ouais, vraiment, top. Et il y a quand même ce côté, et ça, c'est, tu l'as ressorti un peu c'était un peu le Q-Limax, le live, j'entends, mais voilà, c'était ce côté, ok, l'immobilier, c'est génial, mais, il y a pas que ça. Il y a pas que l'immobilier, et ça, moi, depuis que j'ai investi avec ma femme, elle est très dans l'autre sens. Il n'y a pas que l'immobilier, moi c'est l'immobilier. Et donc c'est un peu, c'est bien l'immo, mais il n'y a pas que ça peut-être. C'est ça peut-être le mindset, je sais pas, hein, le mindset ici. Alors moi l'immo ça me fait vivre parce que ça me plaît. C'est vraiment quelque chose qui me, alors je me lève chaque jour. Des fois j'ai envie de rester au pieu et de dire on va partir à Bali alors que je suis rentré à 6 jours. Mais des fois tu te relèves, puis tu prends une petite douche, tu te réveilles un peu, et puis tu vas revoir une personne sans sourire et tout, et c'est chouette. Franchement oui, je te rejoins il y a l'immo, mais il n'y a pas que. Il y a plein d'autres choses autour. Alors moi, il y a quand même 80% de mes trucs qui tournent autour de l'immobilier. Oui, mais tu l'as dit avec ton fiole, par exemple, tu vois, maintenant tu donnes du temps et tout ça. Tout à fait. Et tu me dis, que ça te rend, à mon avis, heureux, plus heureux, tu vois. Je dis aux gens que je les aime, que je suis content de les voir, que j'essaie de les aider à ma façon sans que ce soit trop, que ce soit quand même bien perçu. Parce que ils ont quand même vu un autre Laurent, on me l'a quand même fait remarquer. Ouais. Et j'essaie vraiment de la meilleure version de moi-même, mais que je m'y retrouve. J'ai juste pas envie de dire, j'ai pas d'avoir un sourire de façade, mais depuis que j'accepte tout ça, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas voulu avoir un sourire avec les gens. Et puis quand les gens m'emmerdent, je leur dis, tu m'emmerdes. Voilà. Dire les choses, je comprends, tout à fait. Non mais c'est super. Et on est déjà en interview depuis 1h40. Merci de nous écouter. À peu près 1h30, 1h40. Et il y a encore un petit peu de boulot, vous inquiétez pas. Mais au pire, vous mettez une pause et vous reprenez après. Mais justement, niveau mindset, parce que Laurent, voilà, je le connais bien et je sais qu'il a plein de pépites à apporter. Et niveau mindset, si vous connaissez un peu Laurent, il y a quelque chose qui le définit. Peut-être un peu moins maintenant, mais je pense que ça a été une des clés de son succès. Et ça a été une des clés du succès de Bertrand aussi, on en a parlé l'autre fois, c'est un peu ce côté frugalité peut-être. Totalement. Frugalité, savoir se sacrifier pour le long terme, on va dire. Donc si tu pouvais nous en dire un peu, parce que je sais que t'as bien expliqué ça. Et Alors la frugalité, donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est plus communément appelé un radin. Donc un radin, c'est une personne qui est proche de ses sous, qui veut pas les dépenser. Ça, c'est ce que l'être humain basique va te dire. Moi, je vais avoir une autre définition. C'est une personne qui a une idée en tête, qui a un projet et qui va tout faire pour y arriver. Et comme on va souvent parler d'argent dans des projets tels qu'ils soient, c'est d'accepter de sacrifier certaines dépenses qui sont majoritairement accessoires pendant un certain laps de temps pour mettre suffisamment d'argent de côté pour lancer le projet. Moi, j'étais frugaliste depuis toujours. Alors, j'ai appris le mot frugaliste, 7 ans après l'avoir été. Donc, voilà. On me dit que je suis un radin, mais je dis, ok, je suis un radin. Et dans certains cas, je dis, mais non, je suis pas radin, je veux investir dans l'immobilier, j'ai besoin de mes petits sous. On dit, Laurent, t'es un radin, tu bois 2 coca en soirée, t'es un radin. Voilà. Et donc, la frugalité, effectivement, je m'achetais pas forcément des vêtements de marque. J'avais pas de grosses voitures. Voilà, j'ai souvent passé de voiture d'occasion en voiture d'occasion. Quand la voiture devenait trop chère, je repassais de moto. Et puis finalement, je repassais en voiture. Carrément. Donc voilà, j'ai changé très très souvent de véhicule. Les vacances, probablement une croix. Les vacances, il n'y en avait pas. Ou alors quand il y en avait, c'était un truc organisé, pas très cher. Je me rappelle avoir été en Turquie en couple. Ça coûtait 400 € la semaine. Et là, dans ma tête, à l'heure d'aujourd'hui, 400 €, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est encore possible de partir avec l'avion, all-in, tout compris. Enfin, le gros truc américain, la salle bouffe, et tout. Et voilà, et c'était hors de question de mettre plus, mais c'était le voyage annuel. Voilà, j'allais en soirée, et je dépensais pas beaucoup, et je m'amusais quand même bien. J'étais le bob de mes potes. Donc, pourquoi j'étais le bob de mes potes? Parce que ça préparait pas ma voiture. Ouais. Mine de rien, faire un aller-retour Bruxelles, Liège-Bruxelles, c'est 200 km. 200 km avec le plein, ça fait vite un peu d'argent. On cotise. Voilà. Et alors, j'ai souvent à mes potes, ok, mais moi, je vais pas à la soirée si c'est payant l'entrée. Ok, allez, on t'invite. Ou alors, souvent, je t'ai invité par mes potes et des choses comme ça, parce que j'étais le bob. Donc voilà, mon meilleur ami pour en témoigner, j'étais son bob pendant, un paquet de soirées. Mais je m'amusais, ça me plaisait. Je passais des bons moments, j'économisais de l'argent. J'ai jamais été, j'ai déjà eu des cuites, mais pas au point de me bourrer la gueule, juste pour dire de dépenser de l'argent.
Et voilà, j'offrais des petits cadeaux sympas pour des anniversaires et des choses comme ça, mais j'étais plus stratège. Par exemple, un cadeau que j'aime bien faire, qui plaît beaucoup aux gens, et je le fais encore maintenant, donc je suis encore toujours un peu frugaliste. Je déteste offrir des cartes cadeaux parce que je trouve que les gens n'ont pas une valeur. Donc je vais pas te faire une carte cadeau de 50 € à la Fnac, même si je sais que tu adores la Fnac. Je vais plutôt essayer de trouver ça un chouette livre qui va peut-être me coûter 12 €, hein, mais qui va être sympa pour toi. Plus symbolique. Et un autre cadeau que j'offrais, qui faisait toujours sensation et qui coûtait pas très cher, j'achetais dans un magasin genre Casa une bonbonnière, donc un pot en verre transparent, et j'allais dans un magasin chic et je le remplissais de bonbons. Et puis je rentrais chez moi et je l'emballais avec du papier cellophane transparent avec plein de ficelles. Et j'arrivais en soirée, waouh putain, mais c'est génial ton cadeau. C'est un truc qui me coûtait 15 €, 15-20 €, une bonbonnière remplie de bonbons. Et c'est le genre de cadeau que tu te souviens. Et ça coûtait pas très cher, c'est plein de couleurs. Je mettais plein de fioritures autour pour que ça paraisse un beau gros cadeau. C'est juste parce que mon budget me permettait pas derrière de mettre plus que ça. Et est-ce que tu penses que ça a joué un rôle dans cette réussite aussi rapide, cette frugalité? Je pense que ça a été essentiel parce que la frugalité, donc là je parle de mon côté vie privée. Par contre, dans mon côté travaux, c'est clair que quand il y avait une promo, j'allais chercher la promo. Tous les petits frais annexes que je pouvais éviter, je les évitais à l'époque, ce que je fais plus maintenant, mais c'était possible de louer une camionnette pour 60 € par jour pour je dis non, si ma voiture doit faire 2-3 allers-retours, je préfère le faire, ça me coûtera toujours moins cher. Bon, avec le recul, le nombre de kilomètres, avec le prix de l'essence aujourd'hui, je suis pas sûr que je le ferais, mais à l'époque c'était beaucoup moins cher. Et donc tout ça, je récupérais des fois des outils ou des trucs de fin de chantier d'autres amis qui faisaient des chantiers pour ne pas devoir les acheter. Donc on pourrait dire que c'est un radin qui a récupéré un marteau. Moi je vois juste non, qu'est-ce qui va finir à la poubelle? C'est un marteau qui coûte peut-être 10 €. C'est 10 € que j'ai pas sorti. Et pareil, je me rappelle aussi avoir acheté de la laine de verre, donc pour mettre dans les plafonds d'une toiture. Il me restait 2 rouleaux. Je sais qu'il y a des gens qui les auraient tapés parce que ça s'emmerde de les garder. Moi je crois que je les ai gardés pendant un an chez mes parents dans une cave. Et dès que j'en ai eu besoin, je les ai repris. Excellent. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis l'être humain un peu basique, un peu classique, c'est un radin. Non, pour moi c'est un stratège, quelqu'un de suffisamment intelligent pour comprendre que 10 € c'est 10 €. Et c'est un peu pareil aujourd'hui. Alors j'ai pas les mêmes dépenses effectivement que j'avais quand j'étais plus jeune. C'est normal. J'ai plus trop de problème à mettre de l'argent dans un billet en première classe dans un avion. Par contre, je ne suis toujours pas prêt psychologiquement à mettre 300-400 € dans une bouteille de champagne juste pour montrer que le roi Fils a de l'argent, est à une table dans une discothèque VIP. Non, je serais probablement VIP si je peux l'être pour qu'on soit bien avec mes potes. Mais les gars, c'est pas moi qui vais mettre 300 balles dans une bouteille de champagne pour attirer 2-3 gonzesses. Non, vous mourrez pas, ça, c'est mort, quoi. Non, je comprends. Mais je veux bien payer les 2 verres de coca. Je comprends tout à fait. C'est super. Et pour moi, Bertrand était comme toi aussi, beaucoup de frugalité. Et moi, pareil, quand on a démarré, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, je pense. T'es obligé. Est-ce que les vacances à 1500, 2500, 3000 € les 15 jours, tu crois que ça va pas t'aider dans tes frais de notaire? Je suis désolé. C'est incroyable. Et il y en a énormément. Certains des gens qui nous écoutent ne se rendent pas compte de l'argent qu'ils perdent dans des bêtises, en Netflix, 15 € par mois, à Disney+, pareil, qui vont, je sais pas où, je sais pas quoi, qui veulent absolument partir en all-in, qui veulent absolument le dernier iPhone à la mode. Alors, les seuls iPhones à la mode que j'ai eu, c'est quand ma société me les payait. Moi-même, je ne peux pas m'imaginer mettre 1000 balles dans un iPhone. Ça fait mal, hein. Moi, je préfère prendre du refurbish, du retravaillé, du reconditionné, c'est 3 fois moins cher et c'est la même chose, hein. Tout à fait. Et voilà, c'est comme les grosses voitures. Donc là, j'ai la chance, par mon travail, de pouvoir m'acheter un peu la voiture que je veux. Là, je suis en train de regarder pour acheter une nouvelle. Je regarde pas le prix, je regarde celle qui me plaît. Parce que c'est la société qui paye. Si moi, je devais payer, j'aurais toujours ma Fiat Punto, pas avec du brut. Et paradoxalement, si j'arrive en Fiat, les gens vont dire, en fait, c'est un faux rentier. Moi, j'ai des amis, ça revenait à mes oreilles, qui disaient, mais le mec, c'est impossible qu'il soit rentier, il vit chez ses parents. D'accord. C'est impossible, alors. Je suis impossible, je n'existe pas. Parce qu'on se dirait, il est rentier, il doit avoir une grosse maison, avec une piscine à Malibu. Donc, alors oui, j'ai une grosse maison avec piscine, mais elle est à Bali. Elle est pas en Belgique. mais voilà, et je trouve que je vis encore assez modestement. Bon, une partie de mon entourage dirait que c'est plus trop
trop le cas. Ouais, mais bon, après, voilà, il faut mettre les yeux face des trous. Voilà. Tu t'es pas cassé le cul pendant 10 ou 11 ans pour ne pas à un moment, je pense, profiter. C'est normal pour moi. Mais quand on démarre, c'est pour ça que je voulais attirer ton attention avec ça et frugalité, quoi. Pour moi, c'est super important. C'est pas aller vite si tu commences à vivre comme 95% des gens et je pars en vacances, je fais mon petit sport au tennis, ça me coûte 200 € par mois l'abonnement. Enfin non, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, les gars. Je suis désolé, voilà. Ici, on dit la vérité. Mais surtout que c'est un sacrifice qui est temporaire. Qui est temporaire, bien évidemment. Regarde, maintenant, t'as une vie, bon, t'es encore un peu, tu vas pas à fond la caisse, mais t'as une vie incroyable, tu vois. Voilà, tu te refuses rien. Absolument rien. Quand, tu pars beaucoup en vacances et, t'as bien, tu es sacrifié pour ça pendant plusieurs années. Je vais pas dans des auberges de jeunesse, je vais pas non plus dans des palaces, non, mais sympa, bien situé. Tu sais te faire plaisir sans, je veux dire, quand tu vas au restaurant, tu ne regardes pas le prix des plats. Non, ça, et ça, c'est un luxe, je pense qu'on peut. Mais il a fallu le temps. Voilà, c'est là où je voulais clôturer là-dessus. Il a fallu le temps. C'est pas arrivé comme ça. T'as dit 10 ans. Tu l'as pas volé. Et je terminerai sur la partie immobilière qui m'intéresse beaucoup avec toi. C'est l'étranger. Ouais. Donc je sais que depuis, ça va faire quoi depuis 2 ans, 2 ans à peu près. T'as ouvert un peu la boîte de Pandore de l'investissement à l'étranger. Je sais que tu as investi au Mexique, à Tulum. Un appartement. Et là, tu as investi dans un de mes rêves. La villa à Bali, je sais qu'elle est en projet et un de ces 4, j'y passerai aussi. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Pourquoi? Déjà pourquoi alors que tu aurais pu rester en Belgique? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Encore une fois, je reviens sur mon voyage au Mexique. Donc, c'était fin 2020-2021. Donc, de décembre à janvier, je pars et mon état d'esprit, mon mindset, il est pas ouf, il est pas très bon. Ouais. Et je fais une soirée du Nouvel An. Bon, il y avait le Covid, donc les soirées étaient interdites. Et donc des gens assez fortunés ont eu la bonne idée de faire des soirées dans la jungle. Donc il y avait des villas dans les jungles. Ouais. Et ça se savait du bouche à oreille. Et comme je fréquentais beaucoup tout ce qui est auberge de jeunesse et de ça, on avait les infos. Et je me retrouve mort bourré le jour du Nouvel An, seul dans une soirée où je connais personne, mais je me fais des potes après 5 minutes. Et là, je parle avec un mec qui dit qu'il a un agent immobilier à Tulum, et je dis ok, moi j'ai investisseur en Belgique. Il me dit écoute, viens demain, j'ai un nouveau projet, je te montrerai. Je dis écoute, demain je décède, donc ce sera après-demain. Ouais. Et puis voilà, il m'explique un peu le projet de Tulum. Et là, encore une fois, j'ai ce truc en moi qui me dit il y a un truc à faire ici, il y a quand même quelque chose de super intéressant. Je vois, il y a un feeling, il y a quelque chose. Pas avec cet agent immobilier là finalement, parce que son projet je le sens pas. Finalement, je regarde ce qu'il y a autour, je tombe sur un projet où il y a des Français. Là, je me dis ok, pourquoi pas. J'investis encore une fois, alors que j'ai prouvé à tout le monde que je savais investir. Personne ne me soutient dans ce projet. Je dis je vais acheter un appartement au Mexique, projet plus ou moins à 100 000 €, où il faut payer cash, forcément. Et là, tout le monde me dit mais non, tu vas te faire lapider. Au Mexique, tu as la mafia. Enfin, mon père dit mais pourquoi t'as acheté au Mexique? Je sais pas, j'ai acheté. Je savais pas pourquoi j'ai acheté. J'achète un projet où il y a un étage de montée sur 4. Ouais. Quand je visite, je suis avec mon casque et je dis au moins il travaille. Il y a 120 personnes qui travaillent 24 heures sur 24. Et on me dit voilà, l'année prochaine il est fini. Je dis mais ça va aller vite. Ça va vite. On n'est pas en Belgique. Et voilà, je lance le truc, je signe, je paye mon premier acompte et puis voilà quoi. Je rentre en Belgique et puis il me redemande de repayer 50 000 $. Donc et encore une fois, je me dis au pire, quel est le risque que j'ai pris? Alors c'est 100 000 €, c'est énormément d'argent. Je banalise pas l'argent, mais si je le fais pas, le plus gros risque que j'aurais pris, c'est de ne pas le prendre. Je pense que là, effectivement, milieu 2022, donc là la résidence est finie, je vais la voir pour faire la dernière tranche. Et là, par contre, c'est une super découverte. C'est magnifique. Des finitions comme j'ai jamais vu, même dans des trucs haut de gamme ici en Belgique, pour un truc qui m'a coûté que 100 000 et où déjà les agents immobiliers me proposent de le revoir à 170 000. Ouais. Donc t'as acheté sur plan. Donc j'ai acheté sur plan. J'ai pris un risque. Enfin, pris un risque. Et là, ça prend une 70% de plus-value sur mon projet. Donc c'est incroyable. Et là, je me dis ok, je me lance pour un deuxième sur place. Puis finalement, je dis non, il faut diversifier un peu tes investissements. Ouais. Et c'est là où je me dis Bali, ça fait longtemps que je veux y aller. Tout le monde me dit qu'il y a des good vibes. Et j'ai envie d'aller voir ce que c'est que les good vibes. Et il y en a eu des good vibes. Et là, je suis arrivé à Bali et je me dis waouh. Et donc là, on est parti en amoureux 3 semaines. Et là, on a rejoint des amis sur place. Enfin, c'est vraiment super chouette. Et dans les 8 amis qu'on s'est retrouvés là-bas, il y en a 5 qui achètent une villa sur Bali, des 2-3 chambres et ça. Et finalement, moi, je dis ok, moi je lance. À la base, j'y allais pour une villa 3 chambres.
Et j'ai dit non, moi je veux un truc plus gros, je veux en construire 6. Le max. Donc, je prends la plus grosse des villas. Le plus gros qui est sur le promoteur, je vois. Et là, bah, mon associé Gauthier, il dit, moi aussi, je suis chaud pour une 6 chambres. Je dis, bah, écoute, si tu veux, on la met une à côté de l'autre et on fait communiquer par le jardin et on fait 12 chambres. Et alors, on parlait avec le promoteur, il dit, ouais, c'est pas marché de niche pour l'instant, on n'y croit pas trop. Il y a que 2 villas où ils font ça pour l'instant, c'est 2 frères. Et, alors, elles sont tout le temps louées, paradoxalement, hein. Mais, je crois pas au projet. Et donc, avec Gauthier, on s'est dit, ok, donc on cherche un énorme terrain. Et donc voilà, on a trouvé un énorme terrain. On y retourne en janvier pour pas avancer sur les plans. Et voilà, et encore une fois, je saurais pas te dire pourquoi, mais ouais, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit il faut le faire. Et au pire, si ça ne se réussit pas, ce sera toujours moins grave que tous les problèmes que j'ai eu avec ma première maison. Ouais, alors ça va me coûter c'est très cher. Le référent des emmerdes, c'est la première maison. Toujours moins d'emmerdes que les emmerdes que j'ai eu avec ma première maison. Ouais, excellent. Et voilà, et donc pourquoi si je veux aussi acheter à l'étranger, bah je sais voilà, on est dans une conjoncture un petit peu particulière et tous les gros poissons à qui je parle qui sont dans le trading, investissement et tout ça, des gens qui ne comprennent rien à ce que je fais parce qu'ils disent mais comment est-ce que tu peux acheter autant d'immobilier, qui eux-mêmes ont 1 ou 2 biens, me disent ouais, il faut quand même à un moment délocaliser peut-être son argent à l'étranger, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plus me dire je suis sur 3 continents. Je mets de l'argent sur 3 continents. Demain, s'il y a une guerre ici en Europe, ok, je prends un avion, je m'en vais. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu idéaliste, un peu mégalomane. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Mais en tout cas, derrière, je m'assure un avenir. C'est quelque chose qui sera ultra rentable. Et puis, mine de rien, j'aimerais, c'est plus le côté privé, personnel, investir des gens dans mon entourage proche. Je pense à mes parents, mes meilleurs amis qui auront jamais finalement l'argent pour pouvoir louer ce genre de villa. Leur dire écoutez, leur faire plaisir quoi. Vous êtes disponible, je sais pas moi, la semaine d'avril et on part tous et j'affrète peut-être un petit avion, un truc, enfin j'en sais rien, je vois grand. Et c'est pas un gros avion, ce sera le 6 derniers rangées de le Jet Schmidt. Le Jet Schmidt, voilà, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, voilà. Et si c'est un voyage qui coûte 50 000 euros, je remercierai les gens qui m'ont soutenu pendant toutes ces années, même si encore une fois on me dit aujourd'hui que pourquoi je fais ça. Mais c'est pas grave, ça c'est mon business, c'est à moi de réfléchir pour ça. Ouais, ok, super inspirant. Et j'ai encore peut-être une question et parce que je la pense là parce que je sais que ça plaît beaucoup aux débutants. T'es en société maintenant, je pense. J'ai plusieurs sociétés. Et donc tu investis en société au niveau immobilier. Pourquoi le passage a été fait et à partir de quand? Je sais que ça plaît beaucoup ce genre de contenu aux débutants. Alors le passage en société, je l'ai fait assez tard, je trouve, dans mon cursus, parce qu'encore une fois, j'avais pas les connaissances, j'avais pas les informations à refaire, et j'ai investi dès ma première maison en 2013, ma société en 2014. Ah ouais. À faire. Si je vois que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'une société, c'est comme, c'est moi, mais en 2. Donc, moi, je peux acheter en janvier, mais j'aurais du mal à acheter en février. Ouais. Alors, maintenant pas, mais quand tu commences, c'est un peu plus compliqué. Alors que toi, tu peux acheter en janvier et ta société peut acheter en février. Toi, tu peux acheter en mars. Et donc, tu peux enchaîner plus facilement les deals. Et puis, peut-être qu'un deal, un deal que tu peux pas acheter en privé parce que c'est trop gros, tu peux acheter en société. Et à l'inverse, un bien que tu achètes en société n'est pas possible de le financer, alors, achète en privé et avec ta société et on achète en indivision où les deux sont dedans. Un truc aussi que j'avais très français, pas du tout compris au début, c'est cette puissance de l'achat-revente, cette puissance de faire de la location courte durée. Mine de rien, ça génère du cash. On est en Belgique, on est en Europe. Le cash, à un moment, c'est taxé. T'as tout intérêt à mettre directement en société. C'est clair. Et si à un moment tu veux quitter ton job, donc moi c'est pas mon cas parce que j'ai toujours été indépendant, mais si t'es salarié et tu veux quitter ton job, il faut à un moment que ton revenu soit remplacé par un salaire. Et le salaire, ça peut être le salaire de ta propre société. Et donc, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Maintenant, effectivement, j'achète 85-90% en société, le reste en privé. Voilà, je ne donnerai pas de conseils de particulier de dire voilà, c'est après 3 biens qu'il faut acheter, mais le plus tôt possible, encore une fois. Ouais, si on peut se le permettre et que ça fait du sens, c'est un accélérateur, quoi. Et s'entourer des gens qui ont des sociétés. Et moi, j'essaie toujours de m'entourer des gens qui ont plus de compétences que moi, qui sont meilleurs que moi. Si je m'entoure d'un fiscaliste qui est très bien, mais qui m'explique pas plein de choses que je comprends pas, pour moi, je suis pas entouré d'un bon fiscaliste. Ouais. Si mon avocat, j'arrive pas à le challenger, j'ai eu quelques soucis des fois avec des locataires, je prends pas un avocat, je vais en prendre 2, je vais les challenger. Et alors, à chaque fois, des façons de voir différentes. T'as bien raison, ouais. Et,
Donc je pense qu'il faut challenger tout ça, et effectivement acheter en société, c'est inévitable. Je sais pas comment vont se passer les prochains mois, années ou heures. Là on a vraiment des fois quelques heures, mais à un moment effectivement les revenus locatifs vont peut-être passer à la trappe. Alors je trouverais ça logique que les loyers à un moment sont taxés. Maintenant, il faudrait arriver avec des bonnes propositions, parce que on peut pas tout prendre et rien donner d'un côté, voilà. tu vois, sinon c'est la faillite. La Belgique, c'est le pays d'Europe où tu payes pas d'impôt sur tes revenus, enfin sur tes revenus locatifs. Et là, c'est sûr que si ça arrive, c'est pas si, mais quand, on va dire plutôt, et à quelle proportion la société IMO sera encore plus, sera une évidence en fait. Et si une fois on m'oblige à revendre tout mon parc immobilier privé à ma société, je le ferai avec grand plaisir. Je me serais enrichi comme jamais. Et cet argent peut-être se partir dans de nouveaux projets, de start-up, de 3 villas à Bali ou le reste du monde, j'en sais rien. Mais ça va régénérer du cash, donc c'est jamais quelque chose qui sera néfaste. Il faut le voir d'une façon positive et anticiper tout ça. Ouais, non, super. Voilà, c'était une question que je trouvais importante, parce que je te dis, ça c'est un peu le truc que les débutants aiment bien. Ah ouais, donc toi qui a je te dis 85% de tes achats en société, ça valait le coup d'avoir un peu ton feedback. Bon, on arrive doucement mais sûrement à la fin. Ça a été le podcast, l'interview le plus long qu'à mon avis j'ai fait. On arrive bientôt à 2 heures de podcast. Vous inquiétez pas, on a bientôt terminé, mais merci de nous écouter encore. Et je sais qu'il y en aura beaucoup. Alors on a parlé du passé, on a parlé du présent et de ton immobilier. Et j'aimerais un peu parler des next steps et des choses un peu plus méta, spirituelles. Parce que c'est toujours intéressant de voir de quel bois est chauffé et fait un investisseur. Et alors, une première question qui est super importante, c'est ton why. Pourquoi? Tu as déjà répondu à plusieurs reprises, mais bon, on va la reformaliser. C'est pourquoi, à la base, tu t'es lancé dans l'immobilier en 2013. C'était quoi le driver? Pourquoi? C'était avoir une revanche sur la vie. Ouais. Et de m'assurer un revenu, parce que j'étais pas sûr de ce que mon employeur, quand je commençais chez Ameco, allait m'assurer. Et j'ai bien fait, j'ai été licencié, et ça s'est fait en 24 heures, ça va très vite. Et pour une indemnité ridicule. Ouais. Donc c'était plus pour m'assurer un revenu et être certain de ne manquer de rien. Et alors, plus jeune, comme mes parents ont toujours dit, non, tu peux pas acheter ça, on n'a pas les moyens de ça, je me suis toujours posé la question. Et quand je vois des enfants maintenant, on leur répond ça, il faut leur expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va pas acheter ce qu'on veut? Qu'est-ce qui nous empêche d'acheter ce qu'on veut? Alors, l'argent, c'est la première réponse, mais qu'est-ce qui t'empêche de générer de l'argent pour acheter ce que tu veux? Et je pense que ça vient de mes parents de m'avoir souvent répété, non, on peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens, non, tu peux pas acheter ça. Parce que quand t'es petit, tu veux acheter tout, tu vas dans un magasin de bonbons, tu vas acheter tous les bonbons. Le manque, non, tu peux acheter que pour 5 francs ou 20 francs de bonbons à l'époque. Pourquoi? Et là, voilà, mon pourquoi, c'est d'arriver à un moment à me dire, je peux m'offrir ce que je veux, en restant tout à fait clair avec ma civilisation et les pieds sur terre, mais j'ai pas envie de me dire, j'ai envie de faire un truc. Malheureusement, je peux pas. Ok. Donc mon pourquoi, c'est vraiment d'avoir une revanche sur la vie et on n'a qu'une vie, quoi, bordel. Donc si je fais pas tout ce que j'ai envie de faire dans cette vie-ci, je la ferai pas dans les suivantes. C'est clair. Non, mais c'est super et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et un peu en lien avec ça, c'est t'as déjà réalisé un parcours incroyable. C'est pour ça qu'on en discute ici pendant le podcast. Et c'est quoi la vision? Parce que je sais pas combien t'as de biens immobiliers là, mais voilà. Moi-même, je sais pas. Bali, tu fais plein de projets et tout. Tu me parlais que tu seras un gros projet là bientôt. Et c'est quoi la vision? C'est quoi est-ce qu'il y a un endpoint, un point final? Ou c'est quoi que tu veux atteindre? Est-ce que tu as un chiffre en tête? C'est quoi le but final là? Alors j'ai plus de chiffre en tête, parce que le chiffre en tête je l'avais pour mes 30 ans et il a été multiplié. Donc c'est ça où je suis très heureux de ce que j'ai mis en place. Et souvent on me demande, mais comme tu dis, c'est quoi la suite? En fait, c'est continuer ce que je fais là, j'aime bien. Peut-être qu'un jour je vais arrêter les coachings, peut-être qu'un jour je ferai qu'un séminaire, peut-être qu'un jour pour l'instant, je fais de la télé, je sais que c'est pas un truc qui va durer. Peut-être qu'un jour, tu me verras, je sais pas, sur un autre format. Je vais me laisser guider par ce que j'aime faire. Ouais. Mais là, il y a plein de choses il y a plein de projets qui sont en cours, mais il n'y en a pas un où je peux dire, ah oui, ça, c'est un truc en particulier tout arrive, tout se passe super bien. Tout ce que j'ai pas envie de faire, je le fais pas. Ouais. Et ça va le plus gros luxe que je peux offrir pour l'instant. C'est pas de m'acheter une Rolex, pas du tout. C'est de me dire, ok, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Ouais. Donc il y a encore plein de beaux projets qui
qui arrivent, que je mets en place seul, des fois en association, des fois avec des participants. Il y a plein de choses, mais si ça continue comme maintenant, je suis très heureux. Ok, donc il n'y a pas un truc inscrit dans le marbre, et dans 10 ans, je veux X millions. En fait, je l'ai pas fait, et parce que je n'ai pas ressenti le besoin. Et j'ai peur que ce genre de personnes qui fonctionnent, dès que t'es arrivé à ton objectif, quel est ton intérêt de remettre un gros derrière? C'est une catastrophe. À pas tu as te remettre, je te remettre en pression, ça peut être ultra néfaste. Moi, j'ai pas à mourir à 55 ans d'un arrêt cardiaque parce que j'ai refait des projets. Là, j'essaie tout doucement de lever le pied, mais pas en faisant moins de projets, en les faisant mieux ou en y consacrant une énergie différente. Ouais. Mais non, je pense que se mettre un beau projet, alors je sais heureusement arrivé à mes 30 ans, ça aurait pu être à 45 ans, il n'y a pas d'âge pour se mettre un projet, mais quand on y arrivait, personnellement, ne comprends pas cet intérêt, c'est dire, ok, je m'étais fixé 5000, par mois, je veux fixer maintenant 10. Ben, fixe-toi directement 10. Ouais, bien sûr. Et si t'es au 10 et t'arrives au 15, c'est bien, mais c'est les 10 qui étaient géniaux. Les 15, ce n'est qu'accessoire, c'est du plus. Ouais, c'est du plus. Non, ok, super intéressant. Et autre question, un peu liée dans cette dynamique, c'est, est-ce que toute cette aventure, tous ces méandres là pendant 11 ans, est-ce que ça t'a rendu heureux? Ah, carrément. Carrément. Sans hésiter, là. Carrément, ça a changé. J'ai fait en sorte de changer ma vie. Les gens que je rencontre changent ma vie, et pas que positivement. Je suis pas dans un monde de bisounours. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus au début, que j'ai écartés de ma vie volontairement parce que ils m'apportaient rien, égoïstement. Mais c'est surtout que généreusement je leur apportais rien. Donc non, là je suis très heureux, je suis très épanoui dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Non, à refaire, je ferais tout pareil malgré le fait que je pleurais sur un petit vélo au Mexique, malgré que je n'avais pas aligné 3 mots lors d'un live où des gens me regardaient, malgré que j'ai eu des problèmes avec certains locataires, que comme dès que tu réussis des contrôles fiscaux, j'en ai eu, c'est le jeu. Pas que je les attends, c'est pas ça, mais voilà, je sais qu'il va y en avoir encore d'autres, des gens vont sûrement faites votre job, je fais le mien, mais non, franchement, je suis très très heureux, et pourtant j'ai pas une vie sans problème, mais les problèmes je les prends différemment. Non, mais c'est clair. C'est pas une vie parfaite comme on peut l'imaginer. C'est quand on résout les problèmes et qu'on passe au-dessus aussi que ça m'arrive de me lever à 8h et de sortir de mon lit à 10h30 parce que j'ai flâné comme n'importe qui en regardant des vidéos débiles sur Internet, et puis je me dis oh merde, j'ai encore tout ça à traiter. Non, c'est clair. Et une question aussi, et toi on pourrait dire que tu l'as atteint, la liberté financière. Pour toi c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière ce concept-là qui est on voit partout, donc. La liberté financière, c'est réussir à être en autosuffisance, donc toi-même tu te gères par toi-même. Ouais. Tu peux y mettre un montant si tu veux. À partir du moment où tu es libre de tes dépenses et d'avoir quand même des rentrées suffisantes pour pouvoir vivre comme tu as envie de vivre, et d'avoir surtout cette liberté de mouvement. Moi, la liberté financière, elle est directement liée à la liberté géographique. Demain, je peux partir 1 an vivre au Zimbabwe, mes revenus ne changeront pas d'un centime. Alors, je ne vais pas augmenter mon revenu parce que je n'aurai peut-être pas de nouveaux projets. Là-bas peut-être, mais ici en Belgique, il y a des trucs que je vais mettre en stand-by. Mais ma liberté, elle est acquise. Alors, ça ne veut pas dire que je peux pas la perdre. Demain, je peux avoir, je sais pas moi, un bâtiment qui brûle, un locataire, qui malheureusement décède dans l'incendie, je l'ai mal couvert, ou je repère tout. C'est possible. La liberté financière n'est pas acquise à vie, mais après, moi je vis on verra ce qui est fait demain, mais non mais là je me sens libre de tout. Ouais. Là, j'ai bêtement mon voisin qui a accroché ma voiture avec sa remorque, tout griffé à l'arrière, il est tout catastrophé. Je dis, écoute, c'est pas grave, je vais chez Jaguar pour changer mes pneus la semaine prochaine. On fera le devis à ce moment-là. Il dit, mais tu veux pas qu'on fasse un constat? Je dis, non. C'est aussi la liberté financière. Bien sûr que c'est la liberté. La semaine prochaine, mon voisin change d'avis, il dit finalement que c'est plus lui qui a fait la gratte de la voiture. Allez, je repayerai par choc. S'emmerder, quoi. Voilà. Tous ces genres de petits problèmes, pour moi, n'est plus. Ils sont là, mais je n'y prête plus aucune attention. Et voilà, j'aurai les règles de vie, je lui donnerai. Et si vraiment je vois que c'est un problème pour lui, je trouverai un arrangement. Je vais pas me tracasser pour ça. Ça, c'est la vraie liberté. En tout cas, c'est clair que c'est une très belle façon de voir la liberté. Et magnifique. Et alors, il me reste 3 petites questions. Une question que Sandrine m'avait soufflé, et on verra qu'est-ce que tu vas y répondre. C'est, est-ce que, je pense qu'on est tous à peu près d'accord
que la société et l'éducation pour les jeunes, c'est pas vraiment le top au niveau de l'éducation financière. C'est même un merdier sans nom, ça ressemble à rien. Et donc toi, si on mettait Monsieur Laurent Schmitt, ministre de l'Éducation, qu'est-ce que tu changerais, quel conseil, qu'est-ce que tu ferais comme changement dans l'éducation pour aider les jeunes je sais pas, à se créer une liberté financière, à faire des choses comme nous on fait? Alors, si j'étais ministre de quelque chose, alors ça n'arrivera pas. Je ne ferai jamais de politique, mais on va quand même se lancer là-dessus. Je ferai en sorte d'éduquer les jeunes à pouvoir gérer leur argent. Alors, tous ne peuvent pas acquérir la liberté financière, parce que ça demande des sacrifices, ça demande des concessions que plein disent qu'ils font, mais qu'ils ne feront jamais. Donc, tout le monde ne sera jamais libre financièrement. Par contre, je pense que c'est intéressant d'expliquer à tous les jeunes ce que c'est que de gagner de l'argent, savoir le dépenser, comment économiser, pourquoi économiser. Tu n'es pas obligé d'économiser pour acheter de l'immobilier, tu peux économiser pour t'acheter une voiture, tu peux économiser pour payer ton mariage, tu peux économiser pour aller rendre visite à une grand-mère que tu n'as plus vue depuis longtemps en Italie. Juste leur apprendre à savoir ce que c'est que de gagner de l'argent, comment le gérer, et à travers des jeux, si c'est des enfants très jeunes, on va travailler avec des billes, on va leur donner 10 billes. Tu sais que maintenant il y en a 7 qui vont partir parce que il y a des choses à payer qui sont obligatoires, ton loyer, ton crédit, ta voiture, la nourriture et tout ça. Il reste 3 billes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3 billes? Si je mets une bille de côté, dans 3 ans la bille elle vaudra peut-être 3 billes. Donc jouer avec des enfants comme ça, leur comprendre que avec 10 billes tu sais faire un petit jeu, mais si tes 10 billes elles sont bien réfléchies, dans quelques mois tu vas peut-être pouvoir jouer avec encore plus de personnes parce que tu auras encore plus de billes. Donc peut-être être beaucoup plus dans l'éducatif par le jeu pour les très jeuns, et pour les moins jeunes parler de ce qui leur parle. Voilà, ils veulent tous être influenceurs parce qu'ils voient qu'ils gagnent 300 000 euros par mois, sacrilège, 300 000 euros par mois de salaire pour faire des promo codes sur Instagram. Ok, très bien. Est-ce que tu veux que ta vie soit autant sur les réseaux sociaux? Est-ce que donc non. Et comment est-ce qu'on gère cet argent-là? Parce que c'est des gens qui ne font. Donc plus vraiment vivre chacun avec son temps. Mais pas attendre d'être à 18 ans pour savoir gérer son argent, parce que peut-être moi mon fils a 5 ans, bientôt 6, il a déjà de l'argent de poche. Alors c'est des fois 1,50 €, lui apprendre ce que c'est, quoi. Ce que c'est, gérer un budget, et je pense que ça manque cruellement. Donc c'est la première chose que je ferais, C'est tout ce qui est gestion de budget et tout pour les enfants. Tu arrives sur le milieu du travail, tu gagnes 1500, 2000, tu sais pas quoi en faire, ça te brûle les doigts et tu claques ça dans des iPhones, des bouteilles de champagne, des trucs VIP. Alors qu'effectivement, si on modifiait ça, non, c'est clair. Mais super. Et alors, les 2 derniers points. Ça aussi, ça vient un peu de Sandrine, mais de moi aussi. Je pense, et j'ai l'opportunité avec Maëri, avec le club, de voyager pas mal, de rencontrer pas mal de millionnaires, multimillionnaires. Et je trouve qu'il y a un lien qui est quand même assez marqué entre la réussite, le succès, tout ce qu'on peut imaginer, et ce côté un peu spirituel. Tu vois, après, chacun met ce qu'il veut derrière, tu vois. Mais est-ce que toi, dans ta vie, t'as de la spiritualité, il y a des choses qui t'inspirent, peut-être méditation, des choses pareilles, de visualisation, ou c'est pas du tout quelque chose qui te parle, ce côté spiritualité, que t'as jamais... Personnellement, pas du tout. Et pourtant, j'ai essayé, en étant au Mexique, à Bali, il y a plein de choses qui sont liées à ça, avec des fois même de la méditation liée au yoga, des choses comme ça. Ça m'a jamais parlé. Des fois, j'ai même eu des petits fous rires pendant. Je me rappelle avec Nicolas, l'ami avec qui je suis parti au Mexique et au Costa Rica. À un moment, on a pris un truc qui a coûté la blague. Je crois que c'est 150 € de l'heure par personne. Et on s'est retrouvé dans une pièce où il y avait du bruit et on était comme ça, où la femme voulait qu'on prenne des trucs dans notre nez, de la poudre, je sais pas. C'était pas de la cocaïne du tout, mais c'était, je sais pas. Moi, j'ai pas pris, donc je sais pas dire ce que c'est, mais ça ressemble un peu à la noix de muscade et des choses comme ça. Et elle dit voilà, vous allez être immergé dans tous vos souvenirs. Et ça me parle pas du tout. Là, je commençais à rire et j'ai dû me concentrer sur autre chose, penser à la plage, penser à des trucs très sérieux pour pas rigoler, parce que moi, ça ne me parle pas. Mais par contre, je suis convaincu que certains ça leur parle et il faut aller là-dedans. Moi, j'ai jamais eu de mentor. J'ai toujours une vision. Voilà, à 30 ans, je vois ça. En fait, ce que j'ai aujourd'hui, j'en suis pas surpris. Je suis pas surpris. Alors, c'est beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Mais je suis pas surpris de ce qui arrive parce que j'étais convaincu qu'avec ce que j'allais mettre en place, ça allait générer de l'argent, avec de l'argent, un restaurant, une maison, de voiture. Tout ça était un peu tracé. Mais par contre, j'ai une petite voix intérieure souvent qui me calme.
je m'énerve rarement. Alors, je suis des fois pas content, mais je vais pas m'énerver au point de crier tout ça. Et d'ailleurs, quand je me dispute avec des gens, l'entrepreneur en question, par exemple, lui va crier très fort, ouais, mais... Et moi, je dis, oui, mais en fait, là, c'est pas fait. Et il y a une différence de ton, tu vois, qui interpelle, qui perturbe, mais parce que tu vois, tu dis, mais pourquoi tu veux crier? Pourquoi tu veux te donner mal au ventre? Et donc, je sais pas si c'est lié à la spiritualité, mais en tout cas, j'ai ce petit à l'intérieur de moi qui dit, ouais. Allez, est-ce que ça vaut la peine, quoi. Ouais, il y a quand même un petit guide, une petite voix. Mais non, voilà, pas spécialement. Mais je le savais, mais bon, c'était quand même intéressant de toujours avoir la vie. Si tu connais faire du yoga en écoutant la Fabian. non, pas du tout. Moi, je suis pas, j'aime beaucoup, enfin, ça, je suis ouvert à ça. Je suis pas à fond là-dedans, mais, je suis très curieux, mais mon corps ne, ouais, t'es pas à capter. T'es pas en demande pour le moment. Mais j'étais à Bali, par contre. C'est très spirituel, c'est très, il y a beaucoup de religions, ça, ils prient tout le temps. Je me sens bien, mais par contre, personnellement, non, je suis pas croyant, T'as pas envie de le faire. Non, mais, ça me parle pas. Je vais aller voir des cérémonies, mais par contre, me demande pas de mettre de la noix de muscade dans mon nez, quoi. Ouais. Ça va pas le faire. Sûr que je l'aurais fait non plus, mais bon, non, mais c'est top. Et je terminerai par un petit truc assez concret. Est-ce que t'aurais 3 livres, je sais pas, 3 audios, 3 podcasts que tu conseillerais à notre audience aujourd'hui, qui t'ont marqué? Alors, ça va être en revue, mais il faut savoir que j'ai jamais lu. Jamais lu. J'ai lu Martine à la plage, je l'ai même pas fini. Et d'ailleurs, souvent, on me dit, mais c'est pas possible, comment t'as fait ça sans avoir lu? Alors, la lecture, c'est quelque chose auquel moi ça me parle pas parce que je sais pas lire. Quand je lis, je suis pas très bon, c'est comme écrire, je suis pas très bon. Par contre, depuis qu'on me pose tellement la question et qu'on me dit les bienfaits de la lecture, il y a un livre qui m'a un peu interpellé, c'est La semaine des 4 heures, que j'ai lu dans l'avion et je l'ai même pas fini. Tim Ferriss. Voilà, je connais aucun auteur par contre, si. Mais je trouve ça génial. Il y a celui-là que j'ai lu et l'autre, je l'ai écouté en audio, c'est Père riche, Père pauvre, mais je l'ai écouté quand j'étais au Mexique parce que j'avais 4 heures de route. Mais alors moi, ça m'a rien appris. Par contre, ça a confirmé tout ce que je savais. C'est un peu tard, mais oui. Et par contre, ça, je me dis, tout le monde ça devrait être une encyclopédie imposée à l'école quand t'as 13 ans, quoi. Amen. C'est la Bible, c'est le premier déclic. Donc, j'aurais aimé vous donner plus de livres que ça. Il y en a d'autres que j'ai lus, mais je me rappelle pas des titres. Mais par contre, à l'heure actuelle, là, j'utilise beaucoup, pas tout le temps, mais des livres audio en voiture. J'ai un abonnement chez Audible. Oui, elle adore ça aussi. C'est génial parce que voilà, là, j'ai pris 1 heure de route pour venir ici. Sur l'aller, j'écoutais de la techno pour bien me réveiller et bien être c'est pour ça que t'étais ensemble. Pour cette interview. Mais là, sur le retour, je vais peut-être écouter un nouveau livre qui va être en suggestion. Parce que j'ai toujours pas fini La semaine des 4 heures. Je l'ai réécouté en audio, mais j'arrive pas à le finir. C'est long, c'est les livres audio. Putain, c'est long. Mais par contre, voilà, un truc que j'ai appris aussi. Avant, je les écoutais en 1, donc c'était le ton normal. C'est x2. Et maintenant, c'est en x1,5, x2. Voilà, ça va beaucoup vite. Pas comme ça. Peut-être que des gens nous écoutent comme ça. x2. Peut-être. De m'écouter moi en x2, ça va être l'enfer parce que je parle très vite. Mais non, c'est clair. Mais voilà, donc je pense que. Mais par contre, je conseillerais à tout le monde de lire. Franchement, lisez au maximum. Parce que j'apprends encore des choses. La semaine des 4 heures, je l'ai lu il y a moins d'1 an en avion et je me dis mais merde, le mec il répond 1 fois par semaine à ses mails. Je fais pareil maintenant, je réponds 1 fois par semaine à mes emails. Et si j'aurais dû faire il y a longtemps. Un autre truc aussi qui m'a marqué dans ce livre-là, c'est que le gars disait qu'il répond plus à ses emails. Enfin, quand il était vraiment où il traite encore plus ses mails, il traite plus ses emails à partir de jeudi soir jusqu'au lundi. Moi je me dis c'est con parce que moi des fois je réponds le week-end. Et donc dans son livre il dit non parce que les gens vont quand même pas lire avant lundi. Pourquoi tu bousilles ton temps à faire autre chose? C'est vrai. Effectivement, je fais maintenant autre chose. Je ne réponds plus aux appels. Donc, si je peux donner 2-3 types de comment ma vie est faite aujourd'hui, je réponds plus à des numéros que je connais pas. Tu m'appelles, j'ai pas ton numéro, je te répondrai pas. Moi, c'est pareil. Ma messagerie vocale, c'est bonjour, voilà, bienvenue sur la messagerie de Laurent Schmitz. Cette boîte mail ne prend pas les messages. Merci de m'envoyer un email. Et quand il m'envoie un email, j'ai une boîte mail où ça rédigé, je traite votre mail dans la semaine. C'est donc les gens peuvent des fois trouver ça très prétentieux, mais moi je suis au service de personne. De toi-même, de moi-même. Et si c'est urgent, tu vas m'appeler. Si on se connaît, c'est que je réponds. Si c'est même urgent
Il n'y a pas de raison qu'on m'appelle. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Moi je fais comme toi, enfin tous les matins, même après à la limite c'est encore pire. Moi de 9h à midi, je mets le mode avion et basta. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ne pas me faire chier, je bosse sur le club ou sur d'autres choses. Et au moins on n'est pas distrait par les conneries, tu vois, des bêtises, des mails et tout. Mais ça va être beaucoup plus productif. Donc c'est ce genre de livre que je pourrais conseiller à des gens qui veulent une meilleure organisation. Après, j'ai pas appliqué tous les conseils qui sont dans ce livre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Impossible. Mais par contre, voilà, le fait de le réécouter en audio, je me suis dit, ah, mais c'est pas bête, ça. Ah, mais il y a ceci. Et puis, il y a des trucs que j'ai déjà mis en place. Et j'ai dit, ah, mais c'est pas bête, ça. Par exemple, mes employés, donc j'ai des employés, donc, chaque fois qu'il y avait un problème dans la société, je sais pas, un retour client, un produit, moi, je voulais toujours donner mon aval. Dire, ah oui, c'est bien, on peut le rembourser, on fait ceci, on a. Là, maintenant, je dis, en dessous de 150 €, on m'appelle pas, vous devez gérer ça en bon père de famille. Ouais. C'est quoi bon père de famille? Donc, j'ai mis des process en place et ils répondent par eux-mêmes. Et puis, je suis monté à 250 €. En dessous de 250, on m'appelle pas. J'ai aucun produit qui coûte 250 en magasin. Rien. Ah ouais, donc, on m'appelle pas. Sauf si on prend un package, quoi, plein de trucs. Voilà. Mais... Et les trucs, des fois, on m'appelle, ah oui, client veut une facture. Parce que je t'ai pas encore montré comment faire une facture. Ouais, des process. Et ça arrive 2 fois par an, donc je vais pas prendre le temps de t'expliquer, ça me fera perdre plus de temps. Bien sûr. Mais c'est plein de process comme ça que les livres vont t'apprendre, c'est incroyable, quoi. Un gain de temps et on aspire le savoir de quelqu'un et moi j'adore les livres. Et un livre, moi j'ai acheté quelques livres, bon maintenant c'est en audio, mais un livre ça ne se jette pas et ça se conserve pas non plus. Je vois pas l'intérêt d'avoir une belle grande bibliothèque, si t'as déjà lu tous les livres, offre un livre à quelqu'un qui va t'en offrir un autre. C'est clair. Bon, c'est bien. Mais je fais pas partie de ces gens qui lisent un livre par semaine. Pas du tout, non, ce serait un gros mensonge et je ne veux pas mentir. Mais c'est bien, hein. heureusement, sinon ça aurait été dommage. Nickel. Alors on va clôturer. Je vais te laisser le dernier mot et puis voilà, je conclurai. Mais si tu as un dernier mot à dire à notre audience qui nous écoute depuis maintenant 2h15, donc c'est quand même pas rien. Si tu as un mot pour eux, n'importe quoi, voilà, je te laisse carte blanche. Déjà un mot pour vous, merci d'avoir pris le temps d'écouter parce que c'est du temps que vous prenez sur votre journée. Alors si c'est en voiture, tant mieux, vous avez optimisé votre temps. Si c'est à la place de regarder Netflix, tant mieux, j'espère que ça vous a un peu plus apporté. Et là, je veux remercier Florent de m'avoir invité ici, Maëri avec tout ce que vous faites ensemble et tout ça. Moi je trouve ça génial ce qu'on met en place. Alors il y a plein de gens qui vont nous critiquer sur les réseaux sociaux parce que c'est de l'arnaque, parce que on s'est payé pour donner des conseils, parce que on fait des séminaires qui sont pas gratuits, alors que d'autres broquignoles qui commencent font des trucs gratuits et qui donnent voilà. Merci à nous finalement de prendre de notre temps qui est de plus en plus précieux pour essayer d'éduquer et d'enrichir les autres. Voilà, donc je suis très content d'être venu aujourd'hui et d'avoir ce lien avec toi particulièrement. Merci à l'audience de nous suivre parce que voilà, moi il m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de reconnaissance, de choses que j'avais pas avant, donc je prends. Ce sera peut-être qu'un temps, mais je prends. T'as raison. Et voilà, alors le meilleur conseil que je pourrais donner, maintenant on passe à l'action. C'est bien beau d'écouter des mecs qui font des millions, c'est bien beau d'aller voir des gens qui réussissent, c'est bien beau de lire 50 livres. Le fait de ne pas passer à l'action, ça va faire que tu seras toujours dans le même canapé dans 15 ans parce que tu n'auras pas eu les moyens de le changer. Donc voilà, joliment dit, bouge ton cul et tu y arriveras. Et si une fois on se rencontre, ce serait vraiment avec plaisir. Allez, magnifique. Écoute, super, c'était un plaisir vraiment. Je pense que c'est une des interviews les plus longues que je vais faire dans les prochaines à venir. Mais il y avait tellement de choses à dire. Je savais qu'avec toi, on allait passer beaucoup de choses en revue parce que t'as un parcours, pas piqué des verres, hein, depuis 10 ans, mais voilà, avec l'étranger, avec les sociétés, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Ça a été un plaisir, vraiment un honneur aussi de pouvoir t'interviewer. Merci pour ton temps et merci à vous qui nous avez écoutés pendant plus de 2 heures. N'hésitez pas à nous mettre un petit like sur Spotify, 5 étoiles sur iTunes, et si vous nous écoutez sur YouTube, mettez-nous un petit qu'est-ce qu'il pourrait nous mettre comme commentaire. Un petit commentaire sympa, et si c'est pas sympa. Non mais un mot particulier pour prouver que ça fait 2h20 qui nous écoutent. Genre I love Laurent. Voilà. Mettez I love Laurent dans les commentaires YouTube pour prouver que vous nous écoutez depuis 2h20. Merci à tous. C'était un plaisir, merci et à très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 € par mois avec l'immobilier en Belgique, 3 études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie.
Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao.